monde, bienvenue à Juste pour savoir, cette émission où je reçois des spécialistes qui ont des expertises en lien avec la pandémie. Je suis Héloïse de la chaîne Hélo veut savoir et aujourd'hui, je reçois des politologues et neuroscientifiques. Qu'est-ce qui se passe depuis le COVID? Les gens ont tous l'air des coquilles vides. Je tiens aussi à spécifier que mes invités n'ont pas de conflit d'intérêt et parlent en leur nom uniquement aujourd'hui. Christian, vous êtes juriste et politologue et auteur. Christian Dufour a été le principal opposant à la réforme du mode de scrutin récemment abandonné par le gouvernement de François Legault. Merci. Philippe Langlois, vous avez enseigné la science politique au Collège militaire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez aussi été chercheur en économie politique pour divers instituts de recherche. Vos principaux intérêts de recherche sont les crises économiques, les relations internationales et le néolibéralisme. Et Joël Monzé, docteur en neurosciences. Vous disposez d'une formation multidisciplinaire en pédagogie, psychologie, neurophysiologie et éthique clinique. Merci beaucoup d'être là, vous trois. Merci d'avoir accepté mon invitation de dernière minute. Au départ, je voulais faire une émission avec des médecins, donc j'avais envoyé beaucoup d'invitations. Sur une dizaine d'invitations, j'ai eu que des refus pour différentes raisons. Là. Des fois, c'était les disponibilités. Donc, je veux vraiment vous remercier. Je me suis revirée de bord à la dernière minute. Donc, ça m'amène à tirer la constatation que c'est très difficile d'avoir du débat au Québec. Les gens ont peur, les gens sont frileux, particulièrement depuis 2 ans. J'aimerais savoir pourquoi c'est si difficile de débattre au Québec, selon vous, présentement. Je ne sais pas qui a envie de répondre. Qui se lance? Je ne sais pas si c'est nécessairement plus au Québec ou pas. C'est certain que l'Europe a plus l'habitude peut-être de faire des débats. C'est beaucoup plus, on est formé pour ça. Je dis notamment la 6e secondaire en Belgique, ça s'appelle la rhétorique. Donc, Vous êtes belge? Oui, je suis d'origine belge en fait. Et donc c'est certain qu'on nous pousse beaucoup en fait à avoir une discussion, un argumentaire, parfois même entre amis. Par exemple, je serais avec vous, on aurait exactement le même avis, mais pour le plaisir, on prendrait des avis divergents, juste pour le plaisir de challenger. Je pense qu'ici au Québec, il y a une volonté de plus de douceur, de gentillesse, de respect des uns des autres. Il y a moins cette habitude, justement, du débat. Ça m'avait interpellé beaucoup comme Belge, justement, habitué. Puis j'aime le côté beaucoup plus calme des soirées que je peux passer avec des amis, jusqu'au jour où j'ai lu, en fait, l'histoire des Acadiens. J'étais allé en Acadie et j'ai passé mon temps à lire une grosse brique qui expliquait un petit peu une des choses qui m'a vraiment permis, moi, de comprendre ce phénomène-là. C'est que pendant longtemps, les gens qui ont immigré se sont sentis pris par tantôt les Anglais, tantôt les Français. Et ils devaient continuellement, à ce moment-là, devoir choisir, parce que les Anglais voulaient qu'ils tirent sur les Français voulaient qu'ils tirent sur les Anglais, et eux voulaient juste survivre. Et je me demande dans quelle mesure cette histoire-là, qui a fait partie, en fait, de la fondation du Canada francophone, parce qu'il y a beaucoup d'Acadiens qui sont montés jusqu'au Québec, n'a pas fait partie un petit peu de ça. Et je dirais, le deuxième élément, c'est le référendum de 95, où il y a tellement de gens qui ont souffert de voir des déchirures, et ça a pris des années pour reconstruire. Je crois qu'il y a probablement une volonté de ne pas oser se manifester et oser se positionner par rapport à tous ces éléments-là. Donc moi, je pense que c'est un aspect émotif avant toute chose. Oui, puis un contexte historique, finalement. Je dirais que, par contre, ce qu'on observe depuis 2 ans, depuis le début de la pandémie, c'est que cette tendance très culturelle-là a été extrêmement renforcée, évidemment, avec l'absence de débat public, avec l'idée qu'il y a une certaine forme de penser la pandémie et on ne tolère plus vraiment d'autres formes de pensée parce que c'est mal, parce que c'est pas se serrer les coudes ensemble. Donc c'est un trait culturel, vraiment typiquement québécois, peut-être même un Canadien-anglais jusqu'à un certain point, mais qui a été vraiment renforcé avec le début de la pandémie, où là ça s'est un peu retourné contre nous parce que c'est peut-être un moment où on aurait dû plus débattre et où ça n'a pas été accepté en fait. Pas du tout. Puis c'est drôle parce qu'on se croyait rebelle au Québec. J'ai vécu à Vancouver, puis on riait toujours avec ça, qu'on traverse sur la rouge, on vient de Montréal, nous autres, on s'en fout des règles. Puis là, soudainement, au Québec, on est devenu qu'on observait vraiment les règles. Donc, est-ce qu'on est des rebelles ou on ne l'est pas? Ben, ça dépend sur quoi. Je pense que depuis longtemps, le Québec, c'est une société qui n'aime pas la confrontation, qui n'aime pas la chicane. On est vraiment dans le consensus. Moi, ça me fascine toujours. Quand quelqu'un n'est pas d'accord avec quelque chose au Québec, là, le non québécois, c'est de dire que c'était peut-être pas la meilleure chose à faire dans les circonstances, en compte du contexte, en tout respect pour l'opinion contraire. Bon. Je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point, moi, ça me fascine dans les médias publics, à quel point les animateurs, les commentateurs ont de la
difficulté à affirmer les choses. Ils vont tout dire peut-être que... On a énormément de difficultés à faire ça. Moi, je pense que je fais un lien avec la conquête. Je pense que c'est quand même une identité qui a été atteinte et où on a de la difficulté à s'affirmer, à exister en tant que tel. Et j'ajouterais que depuis le début de la pandémie, qui a été évidemment un grand drame, un grand cataclysme, mais qui a été intéressant sur le plan intellectuel. Je trouve que c'est un révélateur pour toutes les sociétés. Au fond, hein, ça a été la même pandémie, mais chaque société l'a vécu à sa façon. Et moi, je crois beaucoup en l'enracinement des sociétés. On n'est pas juste né hier ou avant-hier. Et au Québec, ça, sans nier la Révolution tranquille, ça a réveillé, je trouve, un vieux Québec canadien-français d'avant la Révolution. D'avant la Révolution tranquille, qui était beaucoup plus consensuel, qui était... Et moi, ça m'a fasciné à un moment donné, l'espèce de ralliement autour de François Legault, que certains ont comparé à Maurice Duplessis. Hein. Bon, ça peut être excessif à certains égards, mais je comprends pourquoi on faisait cette comparaison-là. Donc, on s'est retrouvé beaucoup dans le consensus craintif. Je trouve que ça réveille un côté un peu craintif dans notre... Craintif? Ben, pas mal, trop craintif à mon goût. Ça, c'est beaucoup craintif. Mais craintif, trop craintif. Moi, je trouve un peu peureux. Donc, c'est une de nos caractéristiques. Puis aussi, le Québec est quand même une petite société, tricotée serrée, très, très médiatisée. Hyper médiatisée, où tous les gens écoutent les nouvelles. En plus, très, très, très normée. Et puis, c'est une nation. Le paradoxe, c'est que ça a réveillé, moi, je trouve, ça a révélé que le Québec est vraiment une nation, là. Ça, c'est incontestable, parce qu'on l'a vécu comme petite nation, cette pandémie-là. Mais en même temps, le paradoxe, à mes yeux, et ça ne plaît pas toujours à mes amis indépendantistes, je trouve que c'est une société qui a montré qu'elle faisait tellement passer la sécurité avant la liberté que je vois pas comment cette petite nation-là peut être indépendante. Est-ce que c'est nouveau, ça, qu'on fait passer à ce point-là la sécurité avant la liberté au Québec, selon vous? Moi, je l'ai découvert, en fait. Je ne sais pas si c'est nouveau, mais je crois que les Québécois... observé de la même les Québécois ont façon, beaucoup besoin de sécurité. Remarquez que je parlais l'autre jour avec un ami qui vient du Liban, qui est un chrétien libanais, qui est ici depuis 2 ans, et puis il adore le Québec. Il me disait, écoute, là, moi, une société qui fait passer la sécurité, à ce point-là, là, ça fait mon affaire, parce que j'ai connu autre chose. OK. Donc, il n'y a pas juste des mauvais côtés. Il n'y a pas juste du mauvais, non. Dans la vie, il n'y a jamais juste du blanc ou juste du noir. Là. Il faut ramener les nuances, justement. Mais il faut voir aussi qu'est-ce qui mobilise le besoin de sécurité. C'est certain que si une personne a peur de mourir, si une personne... Parce qu'on a tous été frappés par ce qui s'est passé en Europe durant le mois de janvier-février. Moi, j'ai des amis qui étaient dans les hôpitaux, avec lesquels j'ai échangé avant qu'on ne soit, le 12 mars, nous plonger également dans la crise sanitaire. Mais ça vient jouer beaucoup... si je ne revis pas ma vie, si je ne suis pas heureux, si j'aspire à quelque chose, mais je ne peux plus vivre ce quelque chose, si je meurs, si mon grand-père, ma grand-mère, mon frère, ma sœur meurent. Donc, quand on est face à une angoisse à ce point déroutant, parce que pour moi, je suis à l'aise avec les virus, parce que de par ma formation, de par mes expériences, je n'ai pas peur d'un virus, même si on doit faire attention, on va faire attention aux mesures sanitaires, mais pour moi, le virus représente quelque chose. Ce n'est pas quelque chose qui fait figure de peur. Mais pour beaucoup de gens, c'est tout petit, on ne le voit pas, on ne sait pas de quoi on parle. La dernière fois qu'on a parlé d'autant d'un virus, c'est le sida. Donc, c'est certain qu'il y a des angoisses, et ça va amener les gens à sidérer. C'est-à-dire que quand on est face à de l'adversité ou à un problème, la plupart des gens, normalement, vont vouloir attaquer ou s'enfuir. C'est la réaction naturelle qu'on devrait avoir. Mais quand on est pris par une angoisse de mourir, le réflexe fondamental qu'on va avoir, c'est de sidérer. Et là, on fige et on n'est plus capable de pouvoir avoir le discernement nécessaire pour aborder autre chose. J'ai trop peur de mourir. Et je vais le dire cela avec beaucoup de respect. C'est normal d'avoir peur de mourir si on n'est pas en paix avec la mort. Exactement. Puis on est une société qui n'est pas particulièrement en paix avec la mort. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait aborder aussi. Effectivement, le déni de la mort est devenu... Je veux dire, on pouvait l'observer déjà depuis des décennies, le déni de la mort, pas simplement au Québec, mais un peu partout dans les sociétés occidentales. Mais ce déni de la mort-là a explosé. Il est devenu extrêmement fort avec le début de la pandémie, où là, déjà qu'on cachait la mort, on n'est pas capable d'en parler, c'est un sujet qui est tabou. Mais là, c'est devenu vraiment comme presque un peu maladif, en fait, là, pour, excusez-moi le jeu de mots. Et ça nous a comme effectivement sidérés. On est un peu stupéfait comme société, stupéfié, en fait, depuis le début de la pandémie. Et ça commence à peine, j'ai l'impression, à débloquer, en fait. D'autant plus qu'on est une société qui autrefois était exceptionnellement catholique et on est allé à l'autre extrême, c'est-à-dire c'est une des sociétés les moins spirituelles, en fait, de la planète. On a perdu beaucoup notre rapport à la spiritualité. Donc, je pense que pour la majorité des Québécois, c'est très difficile pour eux de donner un sens à la mort. Ils ne croient pas à la transcendance. Et l'autre point, c'est qu'on est une société très vieille.
Et c'est clair que j'ai ça, un de mes amis qui est plus jeune, qui avait des gros problèmes, et je lui disais, moi, la différence que je vois de mon âge, à partir de mon âge canonique, c'est quand tu es jeune, même quand ça va très, très, très mal, tu es immortel. Tu te sens immortel. Quand tu es vieux, même quand ça va bien, tu le sais que tu vas mourir. Ouais. Et ça fait une énorme différence. Je trouve que c'est une société où la mort est présente. Il y a le fantasme de vouloir vivre jusqu'à 110 ans. Hein? Bon, c'est un peu ça. Donc, c'est un révélateur. Je trouve que si on veut être positif, il faut être positif. Cette pandémie-là, comme les autres sociétés, nous met en face de ce qu'on est, les Québécois, assez profondément. Ce qui arrive avec la peur, là, on parle de la peur, c'est quand même ça désactive notre rationnel. Soudainement, les décisions sont plus très rationnelles. Et si on veut nommer ces incohérences-là, on a été rapidement affublé de toutes sortes d'étiquettes, là, comme complotiste. Je sais que c'est une étiquette que vous affectionnez particulièrement. Je déteste les complotistes. On va en parler. Mais j'aimerais ça qu'on parle en fait plus de comment ça que c'est devenu faire une analyse politique est devenu complotiste. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, en fait, ce qui s'est passé déjà, c'est que, puis on l'a vu dès le départ, il y a eu l'idée qu'on est en temps de crise, ce n'est plus le moment de discuter, c'est le moment d'agir, de suivre le berger, le bon berger, qui va nous mener vers un peu plus de santé, puis on va sortir de la crise en se serrant les coudes. Moi, sur certains aspects, ça m'a fait penser un peu à la crise du verglas, où il y avait eu une très belle entraide de la part du peuple québécois et où, je me souviens, des gens partaient avec leur pick-up de la campagne pour amener du feu de bois, pour l'amener aux banlieusards que j'étais adolescent à l'époque, pour qu'on puisse survivre en plein hiver. Donc, j'ai l'impression que c'est le même état d'esprit un peu, sauf que le problème, c'est que dans cet état d'esprit-là, on discute pas trop. On suit, encore là, on se serre les coudes, on discute pas trop et on suit un peu le gouvernement, puis on sait en temps de crise, dans n'importe quelle société, vous vous rappelez, après le 11 septembre, George W. Bush Jr. a eu les meilleures cotes d'un n'importe quel président de toute l'histoire. Okay. Il y avait quelque chose comme, pendant quelques mois, il y avait 90 d'approbation. Wow. Okay. Une crise... Les gens s'en remettent vraiment on se remet aux leaders, surtout dans un État qui est assez centralisateur, qui est comme la seule institution qui va pouvoir nous en sauver, surtout au Québec où la santé est publique. Donc, on s'est retourné vers ça. Et là, cette espèce de serrage de coude-là s'est transformé en une espèce de fusion où il y a eu, on l'a vu avec les médias ont fusionné leur discours avec l'État. Et c'est comme, c'est la crise, on cesse de discuter, c'est pas le temps, il faut faire face à la crise, il faut se serrer les coudes. Mais là, le problème, c'est que la dérive de ça, c'est quand on commence à se poser des questions sur la façon de gérer la crise, sur la nature de la crise, sur la gravité de la crise, tout de suite, on est un peu un traître, on n'est pas un bon citoyen, on est une mauvaise personne parce qu'on remet en question l'idée de, écoute, c'est plus le moment de parler. Puis même après 2 ans, là, il me semble, on pourrait dire qu'on a un peu de recul, mais ça continue d'être un peu ça, le mot d'ordre. Exact. Moi, j'ai vu un article, c'est pas québécois, mais dans le New York Times, qui expliquait pourquoi la pensée critique présentement est dangereuse. Oui, c'était ça leur titre. Donc, ça décrit quand même assez bien ce qui se passe. Mais c'est inquiétant en tant que société, non? De se dire qu'avoir un esprit critique, c'est dangereux. Si ça avait duré 2-3 mois, puis qu'après ça, on était sortis de la crise sans transformation sociale, c'est acceptable. Mais le problème, c'est qu'après 2-3 mois, au moment où on se disait, bon, peut-être que là, on va pouvoir relaxer un peu, ça n'a pas vraiment relaxé. Ça a duré. Ça s'est renforcé. Exact. Oui, c'est au début, c'était très compréhensible, en fait. En temps de crise, en temps de guerre, il y a un ralliement autour du chef, des gouvernants. C'est dans la nature des choses, puis c'est sain. Mais ce qui a caractérisé le Québec, c'est que ça a perduré plus qu'ailleurs. Moi, je prends la France comme point de comparaison, où assez rapidement, bon, le gouvernement avait des politiques sanitaires, mais que les Français, en bon français, se sont mis à critiquer. Bon, nous, on critiquait pas, on était solidaires. On était dans la... Normalement, je trouvais dans la souffrance solidaire, ce qui n'est pas ma tasse de thé, personnellement, je dois dire, mais il reste qu'il fallait être solidaire. On était la gang. Donc, à un moment donné, c'est allé tellement loin que... je trouve que le signe qui a montré que c'était dysfonctionnel, c'est quand il y a eu le phénomène des boucs émissaires. C'est que là, on était tous solidaires, mais là, il y a des gens qu'on se mettait à haïr. Les touristes Tata, ça a commencé avec les touristes Tata. Les gens qui sont allés dans le Sud, c'était odieux. C'était devenu des monstres, des boucs émissaires, c'était de leur faute. Bon, puis ensuite, on a toujours eu besoin de ça. Comme quoi, c'est bien beau la souffrance solidaire puis la solidarité totale, mais si ce qui paie le prix de ça, c'est des groupes de la société, des groupes de citoyens qui sont ciblés, c'est pas un plus. Donc, c'est une critique que je fais à l'égard du Québec, puis à l'égard des non-vaccinés. Remarque, on n'est pas les seuls à avoir eu cette attitude-là. Mais à un moment donné, je trouve qu'il y a un côté odieux. Moi, Surtout que notre taux de vaccination est très élevé si on se compare. Et surtout qu'on n'est pas en Chine
Hein? C'est que quand on a des taux de 90% de la population là, qui accède à un comportement, on ne peut pas viser plus dans une démocratie libérale. Il faut être réaliste. Mais là, on voulait avoir le 100%. Et donc, dans ce sens-là, le 100%, c'est inquiétant un peu, je trouve. Et surtout, je pense qu'il y a une méconnaissance. Il y a des études qui avaient démontré, par exemple, quand justement il y avait une polarisation de cette manière-là, chacun des deux groupes polarisés ont l'impression qu'ils représentent une grande diversité, qui sont très ouverts, très disponibles pour discuter à l'intérieur de leur groupe. Et ils ont l'impression que l'autre groupe, c'est une masse hermétique dont personne ne pourrait, tout le monde est pareil. Un peu comme nous sommes tous les quatre des Caucasiens, mais c'est certain qu'on va faire la différence très facilement entre les visages des Caucasiens. Alors que si tantôt on parlait des Chinois, mais si on regarde les Chinois, ils ont l'impression d'être tous, c'est très difficile pour nous, notre œil n'est pas affiné pour pouvoir être capable de distinguer justement les différences de visage à visage qu'on va voir en Chine. Et c'est probablement la même chose pour les Chinois qui vont avoir de la difficulté, sauf s'ils vivent à Montréal ou à Québec, ils vont avoir la difficulté à différencier nos visages. Et donc, l'absence de compréhension de l'autre camp, de l'autre groupe, des autres formes de pensée, fait en sorte que ça se polarise et c'est de plus en plus méchant. On est allé beaucoup dans la haine. Beaucoup de haine, beaucoup de division, beaucoup de haine. Avec un amalgame qui maintenant est tellement large, en fait, et justement, où est-ce qu'on différencie pas, là, on l'a vu, entre autres, Trudeau et les libéraux à la Chambre des communes, où c'est raciste, misogyne, anti-vax, anti-masque, nazi, néo-nazi, tout ça mis transphobe, tout ça mis ensemble. C'est comme une espèce de groupe particulièrement méchant, indésirable, que le premier ministre lui-même a demandé si on doit les tolérer. C'est ça. On dirait que cette caste-là se retrouve sans droit, la charte les protège plus. À partir de ce moment-là, c'est facile de dire, bien, leur discours, peu importe c'est quoi, c'est une mauvaise chose, donc on doit couper. Et à ce moment-là, on sort des paramètres fondamentaux d'une démocratie libérale. Parce que dans une démocratie libérale, il y a une opposition qui est reconnue, hein, même dans nos régimes de type britannique, on parle d'opposition officielle, ce qui est un grand progrès de civilisation, parce qu'autrefois, l'opposition, c'est les gens à abattre, les gens dont on voulait rien savoir. Là, on leur donne un statut officiel, parce que même si ce sont de fiers ennemis, on reconnaît qu'ils sont en possession d'une partie de la vérité, qu'on n'est pas totalement en possession de la vérité. Et le dérapage, moi, de l'Occident, en fait, moi, je le fais remonter à la guerre en Irak. Quand les États-Unis, en fait, se sont lancés dans l'intervention en Irak, où Bush avait dit c'est la guerre entre le bien et le mal. Et on n'est pas sorti de ça. C'est de plus en plus les conflits, c'est entre, ça vient des États-Unis en partie, hein, c'est que si t'es pas avec nous, t'es méchant, t'es mauvais, t'es diabolique. Et dans la pandémie, on a beaucoup assisté à ça. C'est vraiment les gens en face, c'était vraiment des gens dangereux, des nazis, des fous, des complotistes, n'importe quoi. Donc ça, je trouve, c'est une grosse régression. On l'a vécu, c'est dangereux parce que la démocratie, c'est pas ça. La démocratie, c'est d'avoir l'humilité, de dire, ben moi, je crois en quelque chose très fortement, mais j'ai un petit doute. Peut-être que les gens en face qui un jour vont prendre le pouvoir eux aussi, ils ont peut-être quelque chose à apporter. Mais oui, c'est ça, parce que comme on en revient encore à parler des nuances, là, c'est qu'il n'y a plus vraiment de nuances dans le discours, c'est comme blanc, noir, puis il n'y a rien entre les deux. Puis vous avez été au Maroc cet hiver, donc vous aviez un recul quand vous êtes revenu. C'est ça, moi j'ai eu une chance inouïe parce que j'ai quitté le Québec avant Omicron, 4 jours avant Omicron, à la fin novembre pour le Maroc. Non, puis 4 jours après, d'ailleurs, le Maroc a fermé ses frontières, ça a été leur grosse mesure sanitaire. Pris au Maroc, en fait? J'ai été heureusement pris, mais c'est clair que les frontières ont été fermées jusqu'au début février. Donc, pendant toute la crise Omicron que j'ai suivie par des contacts avec des amis puis ma famille au Québec, avec effarement, je veux dire, ça m'a fait beaucoup de peine. Moi, j'étais dans un pays, le Maroc, là, puis je ne veux pas écœurer personne, là, mais il n'y avait pas de masque en pratique qui était porté, ni de passeport sanitaire qui était demandé, qu'on pouvait aller à la plage. Le concept du passeport sanitaire n'existe pas. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'au Maroc, le masque est en principe obligatoire, y compris dehors. Le passeport sanitaire est en principe obligatoire. Sauf que les cafés et les restaurants ont tellement regimbé que le gouvernement peut oser leur imposer, et qu'en pratique, le masque n'est pas porté. Et ça, c'est une grosse différence. C'est que quand on compare les mesures sanitaires entre les différents pays, c'est une chose. Mais il ne faut pas oublier qu'au Québec, les mesures sanitaires sont strictement observées. Quelqu'un qui ne porte pas le masque, on le regarde dans la rue, on lui dit c'est un irresponsable, c'est un dangereux. Oui. Au Maroc, là, tu vois, tu vois des grandes affiches, le masque est obligatoire partout. Il n'y a personne qui l'a pas. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, et aussi le Maroc, la pandémie est un sujet parmi d'autres. C'était pas une obsession. J'ai vu ce qui est arrivé au Québec à Noël,
Il y a eu un traumatisme. Il est arrivé quelque chose à Noël. Ça m'a fait beaucoup. Les familles ont été divisées. Il y a eu beaucoup de bris sociaux. La fameuse alerte Amber dont tout le monde m'en parlait. Oui. J'ai eu énormément de tristesse. Je me suis dit, quelle bad trip, ils vivent au Québec. Et je veux dire que je suis revenu, bon, je ne fais pas pitié du tout, mais quand je suis arrivé à l'aéroport de Dorval, puis j'ai vu tout le monde avec le masque, j'avais oublié le masque. Wow. Puis ceux qui me disent, là, je voyais hier une émission de télévision, des gens qui disaient « Oh, le masque, c'est rien, on s'est habitué. » C'est pas vrai que c'est rien. Ceux qui disent que c'est rien, c'est comme les esclaves qui sont habitués à leur chaîne. Oui, vraiment, je suis d'accord avec vous. Donc, dans ce sens-là, mais je te le dis, donc j'ai été coincé au Maroc, mais pour mon plus grand malheur, et ça donne un certain recul. C'est pas partout dans le monde où on a vécu cette crise-là comme au Québec, il faut en être conscient. Mais c'est de ça que je trouve important de parler, parce que nous, on est rendu dans une bulle, on vit ça. Là, il y avait le Super Bowl il n'y a pas longtemps où il y avait comme 100 000 personnes dans un stade rempli à craquer. Je veux dire, c'est le même virus, c'est la même pandémie, puis là, c'est 2 poids, 2 mesures. Qu'est-ce qui fait qu'au Québec, on est aussi extrême dans nos mesures? Ça c'est encore pour moi un mystère. Tout ce que je peux commencer à faire, c'est émettre quelques hypothèses. Bon, déjà, il y a des trucs vraiment techniques du genre, au Québec, on a une grande concentration médiatique. C'est un des endroits dans le monde où les médias sont les plus concentrés. Il y a très peu de groupes médiatiques différents. Donc déjà, il y a peu de voix différentes. Sinon, ben, on en parlait tout à l'heure, mais l'espèce d'esprit de solidarité qui est quand même assez fort, qui est un bon point, mais qui, là, s'est un peu retourné contre nous dans un certain sens. Mais je pense aussi, quand on observe, si on compare avec, disons, aux États-Unis, clairement, les sociétés les États plus démocrates aux États-Unis ont et donc un peu plus de gauche, un peu plus progressifs, ont des mesures beaucoup plus strictes que les États rouges, qui appellent les États républicains, où on se méfie plus naturellement de l'État, où on se méfie plus naturellement de l'État qui intervient dans la société, etc. Donc, et au Québec, ben, on est plutôt de gauche, on est plutôt progressiste, on est parmi une des sociétés les plus progressistes en Amérique du Nord. Et systématiquement, ce qu'on voit, c'est plus les sociétés sont progressistes en général, avec probablement quelques exceptions comme la Suède, plus les sociétés sont progressistes, plus elles se sont enfoncées dans une idéologie sanitaire très, très, très stricte, où c'est très mal vu de diverger de cette norme-là. Mais c'est mal vu même de penser à soi-même, en fait. C'est comme si les valeurs de groupe sont devenues prioritaires. Exact. Puis c'est vraiment comme... Si moi, je me pense à mon individu, je suis une mauvaise personne. C'est dans le concept même de la gauche. C'est la masse qui doit survivre, alors que quand on va plus vers la droite, c'est l'individu. Les deux veulent le bonheur de tout le monde. Sauf que les moyens pour se rendre à cet endroit-là ne sont pas nécessairement les mêmes. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui est bien ou mal, mais c'est certain que si j'ai une tendance socialiste, bien, je vais vouloir que tout le monde fasse la même chose. Et on le voit que, même en Europe, les pays qui sont un peu plus socialistes vont faire une promotion beaucoup plus ardue de la vaccination et des mesures sanitaires. Là où c'est un peu plus à droite, il va y avoir beaucoup plus l'importance de l'individu qui doit faire attention aux autres, mais l'individu est important. Donc, il va y avoir un plus grand respect. Moi, je veux dire que la grille gauche-droite, par rapport à la pandémie, on peut l'utiliser, mais je trouve qu'elle a vraiment ses limites. Il me semble qu'on vit quelque chose qui dépasse ça. Et moi, je prétends que le Québec a révélé, même si c'est une société profondément déchristianisée, a révélé son côté catholique. Moi, je me suis dit, même si les gens ne croient pas, là, au niveau des valeurs, je dis, waouh! Et que les Québécois sont restés catholiques. Ah oui? Pourquoi? Ah oui, bien dans la souffrance, dans la valorisation de la souffrance. Ah, c'est vrai qu'on valorise beaucoup la souffrance. L'effet de groupe. Aussi, il y avait les messes quotidiennes, les conférences de presse là, de M. Legault et du Dr. Arruda. C'était comme des messes quotidiennes. Ouais. Tout le monde écoutait ça religieusement. Il y a encore de mes amis qui, le matin, ils vont voir le nombre de morts, puis le nombre d'hospitalisations. Ils sont très obéissants, très dociles. Ils font ce qu'il faut. Et c'est pour ça que l'hiver dernier, il y a beaucoup de Québécois, je trouve. Il y a un lien de confiance qui s'est brisé entre beaucoup de Québécois puis le gouvernement qui avait fait tout ce qu'on leur avait dit de faire depuis 2 ans, qui avait été de bons catholiques québécois par rapport à la pandémie, qui se sont sentis un peu trahis. Et moi, je prétends qu'il y a des limites à faire passer systématiquement la sécurité avant la liberté. Ouais. Dans un premier temps, ça a été payant au Québec
à un moment donné, il y a un retour du balancier parce que la vie, par définition, si tu veux avoir une vraie vie, il faut que tu acceptes une certaine insécurité. On va tous mourir un jour, là. Ça finit mal, puis c'est normal. Le risque zéro n'existe pas. Il n'existe pas. Et je crois que le Québec, il y a des limites à juste valoriser, à trop valoriser la sécurité. Et moi, j'espère qu'on va rester québécois, là, parce que moi, je suis québécois, puis bon, mais qu'on va un peu décrocher là, de la sécurité tout azimut. C'est malsain. Et c'est quand je suis revenu, moi, de voyage, j'ai trouvé qu'au Québec, il y avait un climat toxique, pour être franc. Ah ouais? Je trouvais que c'était toxique, je trouvais que ça manquait d'air. C'était obsessionnel, on parlait juste de ça. Et moi, je dis à mes amis, si vous pouvez partir, là, parce qu'il faut avoir l'argent pour partir, il faut assumer le risque des voyages actuellement, partez, allez ailleurs, allez vous aérer l'esprit un peu. Prendre du recul un peu. Prendre du recul un peu, c'est ça. Sur la sécurité aussi, tu sais, moi, ce que ça me fait penser présentement, la situation actuelle, c'est un peu comme si après le 11 septembre, on avait donné le droit de gestion de la société à des forces de police, des forces de l'ordre pour leur dire la seule chose qui nous intéresse, c'est qu'il n'y ait plus aucun attentat terroriste et vous faites tout ce que vous voulez pour que ça n'arrive plus jamais. C'est comme si on avait... Puis là, dans ce cas-ci, il y a un virus, on donne le pouvoir à la santé publique, puis on leur dit, vous faites ce que vous voulez, mais c'est la priorité absolue maintenant de notre société et on va tout sacrifier au nom de ça. Puis après le 11 septembre, on a été capable de voir qu'il y avait une dérive un peu sécuritaire aux États-Unis, le Patriot Act, la surveillance, etc. On a vu que c'était un peu dangereux. On a compris, les gens, beaucoup de gens, en tout cas, comprenaient que, oui, c'était extrêmement grave, mais qu'il fallait quand même pas sacrifier l'ensemble de notre société pour le seul et unique principe de la sécurité. Et ici, c'est quand même pourtant ça qui est arrivé. On a tout sacrifié au nom de la sécurité et le pire, c'est que ça n'a même pas très bien fonctionné. C'est ça le pire. Ça n'a pas donné des bons résultats et on nous dit de continuer parce qu'il faut en faire encore plus parce qu'on n'en a pas assez fait alors qu'on est une des sociétés dans le monde où on a le plus fait. On parle beaucoup du rôle des médias. Tantôt, vous disiez, Philippe, que les médias et les politiques, c'est marché main dans la main depuis le début de la pandémie. On parle du quatrième pouvoir. Ils ont quand même un rôle super important dans la société. Puis là, c'est devenu ambigu. Est-ce qu'on peut dire qu'ils nous ont failli en tant que quatrième pouvoir? Bien, moi, j'aurais tendance... D'abord, je dois dire qu'il y a toujours des exceptions. M. Dufour en est un exemple. Mais effectivement, en général, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu une fusion du discours avec celui du gouvernement dès la première journée. Ou à peu près, moi, je l'ai observé immédiatement. Donc, en fait, ils ont cessé d'être un pouvoir autonome, en fait. Sur ce sujet-là, parce que sur d'autres sujets, ils jouent encore plus ou moins leur rôle de critique du gouvernement. Mais c'est pas juste les médias, parce que tous les partis politiques, sauf celui de M. Duhem, qui n'a pas de toute façon de député à l'Assemblée, ont tous la même ligne ou à peu près. Des fois même, ils faisaient des surenchères de qui allait chercher le vote de sécurité sanitaire en voulant rajouter par-dessus le gouvernement Legault. Tous les médias, toutes les universités, en fait, toutes les institutions sociales auxquelles on peut penser au Québec ont tenu le même discours et personne n'a osé contredire ce discours-là, à part quelques rares petites exceptions qu'on peut pratiquement compter sur le doigt d'une main. Donc, c'est vraiment... les médias ont un rôle énorme à jouer, mais c'est même pas juste les médias, c'est que c'est l'ensemble des institutions sociales, la gauche, la droite, tout le monde au Québec. C'est comme rentrer dans l'entonnoir narratif de l'unité devant la pandémie. Il y a une crise, il faut se serrer les coudes encore une fois. Donc, ça a été... Mais les médias, effectivement, ont cessé de jouer une quelconque forme de rôle critique, sauf quelques exceptions. Mais ils ont eu la vie difficile. Tu sais, je pense à Stéphane Bureau qui avait reçu Professeur Raoult, qui a eu une plainte de l'Ombudsman à Radio-Canada. Plus récemment, on a Francine Pelletier du Devoir qui n'écrit malheureusement plus pour Le Devoir. Donc, on voit que ceux qui ont essayé d'aller contre le narratif ont payé très cher. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? Bien, moi, je pense que c'est... Au départ, la volonté, c'était de ne pas avoir un discours qui irait remettre en question la nécessité de l'adhésion aux mesures sanitaires qu'on en avait au début de la crise, ce qui se justifiait totalement dans la période, je dirais, le printemps 2020, parce qu'on était face à quelque chose qu'on ne connaissait pas, on était face à tout le drame des CHSLD que l'on a eu, au Québec, mais quand on regarde ce qui s'est passé en Italie, c'est en Belgique, en France, en Espagne, il
y avait de quoi avoir peur à ce moment-là. Donc cette volonté-là a été là. C'est parce qu'on ne l'a pas arrêtée. C'est-à-dire que l'été 2020, au lieu de s'arrêter, c'est de se poser des questions. OK, qu'est-ce qui vient de se passer et comment est-ce qu'on peut arriver en fait à aller à améliorer la manière dont on a géré les choses dans les premiers mois. C'est comme si différents organismes qui ont des intérêts singuliers ont pris le leadership. Parce qu'au départ, les scientifiques parlaient beaucoup plus de manière, différente. Chacun le disait. Et le nombre de fois, les journalistes disaient, oui, mais les scientifiques, vous ne pouvez pas nous donner une manière de penser, une manière de dire. Et donc, ça a vraiment encouragé le discours dominant, qui est le discours des infectiologues. Alors, on s'entend que si j'étais un infectiologue, je trouverais tout à fait normal la manière dont on a parlé du virus. C'est parce que moi, je suis un expert dans le domaine psychosocial. Et je vois les dégâts que font les mesures sanitaires à la longue. Et ce que ça va coûter sur le plan social, sur le plan psychologique, sur le plan traumatique. Et ça n'a pas eu la possibilité d'être discuté. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas discuter des mesures sanitaires et de l'adhésion aux mesures sanitaires. Et puis, le pouvoir dominant, ou tout au moins le discours dominant, a dit « sans le vaccin, pas de salut ». Donc, le vaccin est devenu la manière de pouvoir sortir, alors que, je suis certain qu'il y a, notamment, Richard Béliveau qui avait fait à un moment donné une série de chroniques dans le Journal de Montréal où il montrait plein de manières différentes de prendre soin de son système immunitaire, comment est-ce qu'on pouvait le booster éventuellement avec des situations, comment dire, avec des comportements, des habitudes de vie tout à fait traditionnelles, qui auraient pu être complémentaires au vaccin éventuellement, mais qui ont été discrédités parce que la seule manière de sortir, c'est le vaccin. Donc, c'est comme ça que le discours dominant est devenu là, et c'est des discours qu'on va retrouver dans plusieurs éléments qui sont un peu plus dans ma tasse, comme le TDAH. Il n'y a qu'une seule manière de parler du TDAH, il n'y a qu'une seule manière de parler de la dépression, il n'y a qu'une seule manière, et souvent, il y a malheureusement des intérêts singuliers en arrière. Il y a des gens qui ont de l'intérêt à ce discours-là soit privilégié plutôt que d'autres, et on va démoniser les autres. C'est là que je m'en allais, c'est pourquoi nos gouvernements ont à ce point poussé le tout vaccin comme étant la seule solution. C'est quoi derrière ça? Parce que c'est ce qu'on leur a proposé. Tu sais, quelque part, les gens qui ont été à l'intérieur de la santé publique, premièrement, on va dire que la santé publique, ce n'est pas que les infectiologues. Il y a beaucoup de gens qui travaillent au niveau psychosocial et qui font un travail extraordinaire sur le terrain, d'accord? Mais c'est vrai que ceux qu'on a beaucoup écoutés, ce sont des gens qui font la promotion de la santé publique, la promotion des vaccins. Ils vont faire la promotion du RER, ils vont faire la promotion de tous les vaccins qui existent. Ils étaient déjà là. Et c'est leur outil de travail, c'est leur levier d'intervention médicale. Donc, c'est certain qu'il y a ça. L'autre chose, c'est qu'il n'y a pas d'acceptation sociale dans tous les pays, surtout en Europe et au Québec, face aux OGM. Or, beaucoup de chercheurs ont dans leur boîte des stratégies thérapeutiques à base d'ARNM. Donc, si on peut arriver à utiliser la situation qui est là pour l'instant avec un sérum qui contiendrait de l'ARNM et quelque part d'amener cette adhésion sociale derrière quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas, qui est tout nouveau pour monsieur, madame, tout le monde. On parle du vaccin ARN messager. Exactement. C'est la première fois que c'est administré de façon aussi. Oui, puis il y a beaucoup d'études chez les animaux qui n'ont jamais été publiées. Moi, c'est quelque part, en tant que scientifique, en tant qu'éthicien, je m'inquiète parce que moi, je veux bien qu'on ait qu'on ait une solution peut-être thérapeutique parfaite. C'est peut-être la solution dont on avait besoin. Mais pourquoi est-ce qu'on ne publie pas des données qui, normalement, devraient être... Exactement. Comment ça se fait qu'il y a des données chez le chien qu'on devrait avoir, chez le cochon, chez le singe qu'on aurait dû avoir pour voir qu'est-ce qui se passait? Alors, peut-être que tout va bien dans le meilleur des mondes, mais je ne le sais pas. Et en tant que scientifique, en tant qu'éthicien, moi, je me pose des questions par rapport à ça. Moi, je pour enchaîner sur ce que Philippe a dit, c'est vrai qu'il y a eu une espèce de cristallisation de la société québécoise de façon très unanime. Ça n'a pas été juste les médias, c'était les universités, c'était les politiciens. Ouais. Et c'est là que je retrouve mon Québec catholique. Une espèce d'unanimisme, un dogmatisme, un dogme. Au départ, qu'il y a eu ce ralliement-là, c'était très normal et c'était très sain. Mais le problème, c'est que ça a perduré beaucoup trop longtemps à la faveur d'une idéologie sanitaire qui s'est installée. C'est qu'au départ, on nous parlait beaucoup de la science. Puis moi, de toute façon, par rapport à ça, je suis assez docile et obéissant. J'ai mis 3 doses de vaccin, puis j'ai pas de problème avec ça. Sauf qu'à un moment donné, on est sorti de la science, puis c'est sûr que la science,
moi, je ne suis pas un expert sanitaire, mais moi, j'ai toujours pensé que la science avait quand même un petit doute, puis c'était pas si toujours noir et blanc comme ça. Mais on disait, c'est la science, et de l'autre côté, tu as des complotistes. On parlait d'un consensus scientifique et tu as tous des les autres. complotistes en face, parce qu'il va falloir en parler. Il va falloir en parler de vos amis, les complotistes. Donc, je trouve qu'au Québec, ça s'est prolongé très, très, très longtemps. Ouais. Beaucoup de gens dans les médias se comportent un peu comme des fonctionnaires dociles de l'État sanitaire, avec un grand conformisme, en fait. Ça a révélé un grand conformisme dans la société québécoise. Tous les gens qui nous parlaient toujours des droits de la personne, puis des chartes des droits, on dirait qu'ils se sont tus, tous les universitaires. Moi, j'ai été stupéfait par ça. Et surtout, et la chose qui est vraiment indigne, c'est quand il y a des gens qui ont commencé à critiquer, parce qu'il y en a quand même qui ont commencé à critiquer, là, on les faisait taire en disant, vous êtes des complotistes. Pourquoi je déteste les complotistes à mourir? C'est pour ça. Moi. Mais parlons-en des complotistes. Pourquoi détestez-vous les complotistes? Je déteste les complotistes parce que moi, ma vision d'un complotiste, c'est quelqu'un de faible, qui n'est pas capable d'accepter que la vie est tragique. Qu'on n'a pas besoin de complot, en fait, pour que les drames arrivent. Pas besoin d'une grande explication. Une grande explication de gens là, qui sont là-dedans. Et aussi de façon très, très concrète, parce que moi, je l'ai vécu à ma façon. Je ne joue pas à la victime, je suis très privilégié, mais je me suis mis à critiquer. Et je réalisais que dès que tu arrivais avec une critique, on t'accusait d'être un complotiste pour te discréditer. C'était l'équivalent, en fait, de l'accusation d'être un hérétique avant. Vous savez, quand il y avait des hérétiques là, dans les sociétés catholiques, là, donc t'es complotiste, t'es complotiste, t'es complotiste. Et ça, c'est pas juste resté marginal, c'est encore là aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi, les complotistes, je veux rien savoir d'eux autres, parce qu'ils nous ont beaucoup nui. Ils ont beaucoup nui aux gens de bonne foi qui critiquaient. Non, donc, si on peut juste peut-être définir le terme complotiste, parce que je le trouve très galvaudé. Selon vous, le terme complotiste, ce serait ceux qui pensent que la Terre est plate, que... Tu sais, il y a eu beaucoup de... on a mêlé bien des affaires. C'est tous ceux qui m'envoient des courriels, des fois, puis qui m'envoient des documentations. Oui, ils sont faciles à reconnaître, hein. C'est parce que là, pour eux, il y a un plan, là. Vous êtes naïf, monsieur, vous comprenez pas ce qui arrive vraiment, puis que... Là, je me dis, là, c'est quoi? Ça peut être intéressant d'en parler de ça, oui. Parce que moi, en fait, ce que je dis, c'est que vous les... les choses de la même manière. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que vous les détestez parce que vous vous faites accuser de complotisme. En fait, le problème, parce que les complotistes, c'est une infime minorité de gens, le problème, c'est que on nous associe à ces gens. Donc, le problème, c'est pas tant les complotistes en eux-mêmes que ceux qui associent, parce que c'est un terme qui maintenant est complètement... Non, mais ils existent. Oui. Là. Il reste que c'est une réalité. Il y en aurait un seul, et ce serait assez pour qu'on puisse en tout respect, moi, je trouve qu'au Québec, en particulier, je pense que c'est quand même la grande majorité de la population a été responsable, obéissante et même docile. Mais moi, je dois dire que le phénomène des complotistes m'a un peu stupéfait quand même. Ah oui? Oui, ça me stupéfait parce que moi, j'aspire à une certaine rationalité, puis je suis peut-être conscient du tragique de la vie. Puis moi, ça me fascine de voir que quand même beaucoup de monde, là, c'est pas la majorité de la population, qui ont à tout prix besoin d'explications complètement capotées, là, de gens qui se réunissent entre eux puis qui font des gros plans pour nous expliquer. Moi, je n'embarque pas du tout là-dedans et je persiste et signe. Je trouve que c'est un grand signe de faiblesse et ça me fait de la peine. En fait. Je trouverais ça intéressant de vous entendre parce que je pense que vous n'avez pas le même point de vue par rapport à ça. Philippe, selon vous... Mais je veux dire, c'est sûr que quand on parle des reptiliens puis des Illuminati, ça, moi, je suis d'accord. Le problème, c'est que moi, ce que j'ai pu observer, c'est que ce qui avant était de l'analyse politique, maintenant est rendu aux yeux de beaucoup du complotisme, en fait. Je vous donne un exemple. Moi, quand j'étais jeune, on luttait, j'étais dans les milieux militants de gauche, on luttait contre le néolibéralisme. Puis quand les chefs d'État se réunissaient entre eux de façon non démocratique pour décider de négocier un traité commercial qui allait avoir un énorme effet sur tous les pays qui étaient impliqués, je pense au sommet de Québec, on critiquait. Il y a des gens qui n'étaient pas nécessairement d'accord avec nous, mais il n'y a personne qui nous traitait de complotistes. Il y avait tous ces chefs d'État-là qui se réunissaient ensemble puis qui allaient négocier un traité commercial, qui allait effectivement changer les sociétés dans lesquelles on était. Ils avaient un projet, ils avaient une idée spécifique de ce qu'ils voulaient comme société. On peut être d'accord ou en désaccord, mais c'était pas complotiste de dire ces gens-là sont en train de décider pour nous. Maintenant, se rapprocher de ça, puis je le disais à la blague... On l'internement, là. C'est ça. Je le dis à la blague, mais si Libérez-nous des libéraux de Loco-Locas s'était fait maintenant à propos de la CAQ, ce serait complotiste. Et là, le problème, c'est que dans la vie, il y a des agendas politiques. Il y a tout et tout le temps
politisé tout le temps. Une crise va être politisée à la vitesse... Un politicien va politiser une crise à la vitesse de l'éclair. Tout le monde va toujours essayer de passer des agendas politiques derrière ce qui se passe. Et donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'il y a un certain extrémisme, selon moi, qu'il faut... nuancer, puis il faut, à la limite, effectivement se tenir loin parce que ça peut discréditer le mouvement. Mais d'un autre côté, je donne l'exemple de le passeport vaccinal puis l'identité numérique. L'identité numérique, c'est quelque chose... On nous en parle de plus en plus. C'est très clairement un projet qui est annoncé officiellement par le gouvernement et dire que le passeport vaccinal peut peut-être servir à être politisé pour mener à l'identité numérique, c'est complotiste. Et ça... Mais je comprends l'idée, mais là, c'est sûr qu'il y a des plans. Encore que la politique est beaucoup plus souvent faite de hasard qu'on le pense aussi. C'est pas vrai que les politiciens vont tout de suite avoir les réflexes de politisation. Il y a aussi des gens qui ont des valeurs. Hein? Bon, il ne faut jamais oublier ça non plus. Et il y a aussi le facteur américain. On est une société, en fait, le Canada, moins le Québec, à cause de la différence de langue, on est on est en situation de lèche-vitrine par rapport au modèle américain, puis on est très pénétré par la culture politique américaine pour notre plus grand malheur, à beaucoup d'égards. Et aux États-Unis, on ne peut pas nier quand même l'espèce de polarisation très, très grande des partis, le phénomène du Trumpisme, des fake news. On a pénétré par ça aussi. Et un exemple que je donnerais de ça, moi, c'est que la fameuse marche des camionneurs à Ottawa, parce dont on sort... Le convoi. Le convoi. Je trouve que les deux aspects étaient très présents. Dans un premier temps, je trouve que moi, j'étais content de ce mouvement-là, parce que les camionneurs, dans une société, dans une culture politique canadienne et québécoise très politiquement correcte, très docile, très obéissante, ils ont exprimé un ras-le-bol très, très profond. De façon très pacifique, je tiens quand même. Oui, non, mais très, très profond, très, très viscéral de la population. Et c'est pas un hasard si les sondages montraient qu'il y avait comme le tiers des Canadiens qui étaient sympathiques à eux. Sauf qu'à un moment donné, c'est greffé pour le plus grand malheur du mouvement, des éléments qu'on peut rattacher aux États-Unis, à l'extrême droite, tout ça. C'est le même phénomène que les complotistes. Pourquoi j'haïs ça? C'est parce qu'ils discréditent, en fait, le côté positif et sain de ça. Et là, le danger, c'est qu'il y a beaucoup de gens, tout ce qu'ils retiennent du mouvement des camionneurs, c'est l'aspect trumpiste. Mais les médias ont joué un rôle là-dedans. Oui, peut-être. Mais vous comprenez pourquoi je persiste ici? Oui. Toute cette gang-là, je ne les aime pas. Je comprends. Mais je pense que... moi, je vois plusieurs aspects. La première, c'est que j'adore comprendre, j'ai besoin de comprendre, j'adore les dynamiques humaines. Et ce que je vois, c'est que souvent, les personnes qu'on va affubler de ce sobriquet de complotisme, mais souvent, ils vont vouloir essayer de convaincre les autres, attention, allume, allume, allume. Et je vais le dire avec beaucoup de respect. Ce sont des personnes qui ont été violentées dans leur vie. Autrement dit, ils ont vécu de l'abus. Ils n'ont pas peut-être pu parler quand ils étaient enfants, adolescents ou malmenés dans un trauma X, Y, Z. Et quelque part, ici, ils ont analysé les choses de la même manière que la violence qu'ils ont vécue quand eux ont vécu leur trauma. OK? Donc, leur cri et leur besoin d'être entendus, c'est fait à travers « attention, allume, 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 regarde ». Et l'erreur qui a peut-être été faite, c'est d'avoir compris l'histoire à travers les grands dictateurs de l'humanité, des Jules César, des Adolf Hitler, des Gengis Khan, en imaginant qu'un homme tout seul est capable de conquérir, comme Alexandre le Grand, presque la moitié de la terre connue à l'époque. Donc, on imagine que c'est le gars tout en haut qui domine l'ensemble, alors que c'est plein de factions différentes. C'est beaucoup plus complexe. Il y a plein de gens qui étaient intéressés par Jules César, Alexandre le Grand ou Gengis Khan. Il y a tous les chefs de guerre, il y a tous les centurions locaux qui sont devenus des vrais despotes à plein d'endroits. Et quelque part, c'est cette méconnaissance de l'histoire, et peut-être c'est à cause de la manière dont on l'a raconté quand ils étaient à l'école. Donc, à ce moment, ils imaginent Bill Gates qui les effraie, qui leur fait peur, qu'ils n'aiment pas. Ils voient le GAFAM, ils voient que les petits restaurants sont en train d'être malmenés, mais que les grosses chaînes de restauration sont en train de faire des profits phénoménaux. Et là-dessus, c'est qu'il y a un Bill Gates qui a la volonté parce que c'est très angoissant, c'est que la vie est difficile. Elle n'est pas juste difficile, elle n'est pas juste tragique, surtout quand on est jeune, mais il reste que... Et c'est angoissant, tout ça. Et c'est tentant de vouloir trouver une explication. Et surtout dans des sociétés où les gens ne croient plus à la transcendance, ne croient plus à la foi. Donc le complotisme, et c'est vrai que les complotistes, il n'y en a pas à ce point-là, mais c'est un phénomène réel. Je pense que c'est des gens qui ont besoin de croire
qu'il y a une raison à ça, qu'il y a une explication à ça. Oui, mais ça va se faire dans tous les domaines, même dans le discours dominant. On va avoir des gens qui vont vouloir croire que la solution vaccinale est la manière de sortir des choses. Donc, l'ensemble des choses, c'est qu'on a démonisé un groupe. Oui, mais l'important, c'est qu'on n'oublie pas la complexité. Chercher des points de rassemblement. Mais il ne faut pas oublier la complexité. Moi, on a tous des foi, on a tous des convictions, en fait, beaucoup de gens, mais dans la mesure où ça ne te fait pas oublier la complexité des choses. Ouais. C'est ça qui est important. J'aimerais aussi rajouter, il y a quand même quelque chose d'assez important, par exemple, dans cette histoire-là, sur le complotisme, c'est qu'il y a plusieurs choses qui ont été dites qui étaient qualifiées de complotistes, qui est complètement ridiculisé, comme la fuite du laboratoire. Il y a un an, si on disait qu'il y avait une fuite de laboratoire, même on si était un fou complotiste. Facebook, on se faisait censurer. Maintenant, c'est devenu... C'est pas 100 probablement qu'on le saura jamais, mais c'est certainement une hypothèse possible. Moi, je me souviens aussi qu'après 2 mois, moi puis des amis, on se demandait s'il allait avoir une vaccination obligatoire ou semi-obligatoire. C'était considéré comme complotiste. Maintenant, c'est devenu... L'identité numérique aussi, là, l'identité numérique s'est lancée tout partout. Depuis qu'ils ont retiré le passeport vaccinal, ils poussent maintenant l'identité numérique, mais comme un projet en tant que tel qui n'est plus nécessairement imbriqué au passeport vaccinal parce qu'ils doivent retirer le passeport vaccinal. Donc, à un certain point, si on sort de la Terre est plate, ou ça, je dois avouer que, bon, j'ai étudié un petit peu leurs arguments. J'ai jamais été convaincu, je dois avouer. Regardez de l'ouverture, Non, mais j'ai essayé, par exemple. J'ai vraiment essayé. Elle pas si ronde que ça. J'ai des hésitations. Mais pour certains trucs, moi, je me rappelle que quand des gens disaient, ben c'est une fuite de laboratoire, j'allais regarder les fact-checkers, ils me disaient que non. Puis je disais, bon, ça, c'est des complotistes, il faut que je me tienne loin d'eux. Puis là, 6 mois plus tard, c'est débattu au Sénat américain. Puis il y a des experts qui disent c'est quasi sûr. Mais vous décrivez bien le problème. C'est que le drame, c'est que pendant longtemps, dès que tu avais une critique, une réserve, une idée un peu qui sortait, en fait, de la doxa, tu passais pour un complotiste. C'est ça, là. C'est vrai. Et puis, il y a des choses, des critiques qui étaient justes. Mais là, on est en train de sortir de ça. Cela dit, j'ai l'impression que... Il me semble que oui. Il me semble que... Si on veut retrouver la solidarité, on parle de sortir, peut-être qu'on va avoir une 6e vague à l'automne prochain. J'espère que non. Mais on a 6 mois devant nous pour pouvoir dire, OK, comment est-ce qu'on va faire les choses autrement? Comment est-ce qu'on va pouvoir faire, plutôt de se disputer, plutôt de se calomnier, plutôt d'entretenir la haine de l'autre, de ce qui n'est pas moi, de ce qui ne représente pas mes idées, mes valeurs. OK, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? Comment est-ce qu'on peut se respecter? Et je crois que c'est là qu'on fera un bel apprentissage de ce qui vient de se passer depuis 2 ans. Et j'espère qu'on sera assez mature pour le faire. Mais pour ça, il faut aborder la pensée complexe dans un monde où la plupart des gens fonctionnent à 2 vitesses, bien ou mal. C'est parce que la vérité, elle est entre le blanc et le noir. C'est gris. Il y a plein de nuances à l'intérieur du gris. Et c'est ces nuances-là que nous avons à aborder. Et dans cette période de calme qu'on est en train de vivre pour le moment, il est grand temps justement on remette les choses. Et puis, c'est vrai qu'on peut être dérangé par les propos de certains, de l'un ou l'autre. Le tout, c'est de regarder, OK, qu'est-ce qui motive cette personne-là? Qu'est-ce qui fait en sorte que, même s'il y a un biais cognitif, pourquoi est-ce qu'il y a un biais cognitif? Mais pourquoi c'est si dérangeant d'entendre quelque chose qui va à l'encontre de nos prises de position? Parce qu'en ce moment, c'est rendu à ce point-là. Les gens ne peuvent pas supporter d'entendre quelque chose de différent. Je pense que l'épisode Trump, entre autres, c'était déjà quelque chose qui existait avant, mais l'épisode Trump a été épouvantable, en fait, parce qu'il a créé une polarisation absolument incroyable où il y a eu un mépris automatique envers l'autre camp. Premièrement, il y a eu une séparation en 2 camps qui était moins au Québec, parce qu'au Québec, il y avait assez peu de Trumpistes, mais ça a créé des réflexes de haine. En fait, puis ça a rendu le débat vraiment... Mais déjà, quand on dit Trumpiste, je trouve ça drôle. On ne dit pas les Bidenistes. Mais tu sais, les Trumpistes, c'est identifié comme une maladie. Là, on a mis un mot là-dessus. Ouais, mais le débat a été... C'est un méchant dérapage. Oh non, mais c'est ça reste une opinion, dans le sens que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Puis quand on réussit à sortir... C'est ça qui est dommage. Trump, je me souviens, au tout début de la pandémie, il avait dit quelque chose. Il avait dit... Quand c'est rendu que le remède est pire que le mal, c'est le symptôme d'un problème. Et il y a beaucoup de gens qui avaient trouvé que ça... J'avais répété ça sur Facebook. Il y a du monde qui m'a écrit en privé et me dirait l'autre, mais c'est-à-dire, ce que je trouve triste, c'est que la révolution numérique qu'on vit depuis quelque temps, je trouve, est fondamentalement porteuse d'intolérance parce qu'elle enferme chacun de nous dans ses propres opinions. Un exemple très, très anecdotique que j'ai vécu récemment, parce qu'un des moyens de m'informer, moi, c'est assez simple, je vais voir sur Google Actualité. Google Actualité France, Roumanie, bon. Et là, tout à coup, j'ai réalisé depuis quelques semaines, tu as déjà dû le réaliser, que là, sur le coup, je ne l'ai pas réalisé. Tout à coup, j'ai vu, spécialement pour vous, Christian,
1, 2, 3, 4. L'algorithme. Et même quand je vais sur Google Actualité Roumanie, ça fait ça aussi. Donc, autrement dit, le système, le maudit système, a décidé que Christian Dufour, parce qu'ils me connaissent plus que les gens les plus près de moi me connaissent, vous savez, à cause des algorithmes, a décidé que ce qui convenait à Christian Dufour, ce qui intéressait à Christian Dufour, c'est ça. Donc, on est enfermé de plus en plus dans nos opinions. On est de moins en moins confronté à des gens qui pensent autre chose. Et tout à l'heure, je racontais l'anecdote aussi. À un moment donné, j'avais vu sur Twitter une réaction à une entrevue que j'avais donnée à RDI de quelqu'un, d'un jeune homme qui avait l'air très, très articulé, très, très intelligent, et qui disait « Quand j'écoute Christian Dufour, mes oreilles saignent. » Donc, autrement dit, le simple fait qu'il n'était pas d'accord avec moi, ça lui faisait mal, ça le blessait. Et ce qui est terrible, c'est que la révolution numérique porte à ça. Parce que les 5 premières nouvelles, j'ai tendance à les regarder. Parce que le système est pernicieux, ils me connaissent. Donc ils m'enferment. Vous confirmez dans ce que vous pensez déjà. Exactement. Donc, c'est donc pour être... On est de moins en moins confronté à des gens qui ne pensent pas comme nous. C'est la malédiction de l'algorithme, en fait, qui est devenu tellement efficace qu'il ne nous présentera jamais quoi que ce soit avec lequel on n'est pas d'accord. Ça fait longtemps que c'est décrié, ça, quand même. Il n'y a pas une solution à ça. Il n'y a pas moyen d'avoir un algorithme qui parce que c'est le fonctionnement même des réseaux sociaux, en fait, qui est le problème. Puis là, on tombe dans quelque chose qui est dans quelque chose de... Diversifions nos sources d'informations. Allons voir directement dans le journal. On a beaucoup démonisé Internet. Là, c'est tu fais tes Mais recherches. c'est-à-dire que pour moi, tous les matins, puis je fais ça depuis plus de 20 ans, c'est que je vais regarder plusieurs journaux en Belgique, plusieurs journaux en France, plusieurs journaux ici au Québec. Ça demande je une regarde, rigueur ça intellectuelle, demande, quand mais même. je vais aller regarder, ce qui fait que les algorithmes à ce moment-là n'ont pas d'effet parce que je vais aller regarder ce qui m'intéresse. Alors c'est certain que si j'ai cette rigueur-là, je vais le faire. À la rigueur, le journal qu'on va lire dans un café, il n'y en a plus beaucoup des journaux papier, mais c'est peut-être aussi utile d'aller parce que là, on va feuilleter et on va avoir un ensemble d'informations qui n'est pas des sur-mesure. Vous avez raison, sauf que ça demande un effort. C'est ça. Et l'être humain est fondamentalement paresseux, moi compris. Donc, c'est plus facile de sombrer dans quelque chose qui est attirant parce que le système nous connaît, il nous fait plaisir. Et même, ça va même plus loin aussi. Moi, je ne sais pas combien de fois, j'ai même remarqué ça de moi-même, j'essaie de me corriger. Je vois quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord, je lis la moitié du titre, puis je fais « Ah! Non! » C'est bien de l'observer. Ou des fois même, c'est quelqu'un qui me dit que quelqu'un a dit ça, et là, ben ce quelqu'un-là, je le déteste déjà, mais je ne l'ai pas lu, je n'ai pas été le voir. Et en fait, c'est quelqu'un d'autre qui rapporte, souvent de façon déformée, qu'est-ce que la personne X a dit. Et là, je me mets à détester cette personne-là parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je le déteste. Et c'est arrivé, l'exemple aux États-Unis de Joe Rogan dernièrement. Joe Rogan s'est ramassé, le podcasteur s'est ramassé avec tout un scandale. Combien de gens... Moi, on a parfaitement le droit de critiquer Joe Rogan. Combien de gens ont été écouter ces podcasts avant de le détester? Exact. Probablement 1% des gens qui l'ont détesté ont réellement été écoutés. Ceux qui le détestent, les autres se sont fait dire de le détester. En fait, on est à une ère où on nous dit quelle est la bonne opinion, la bien-pensance, puis il faut se ranger de ce côté-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on a brûlé des Tintins. On a brûlé des Tintins? Oui, malheureusement, il y a quelques mois. Tintin avait fait des choses graves. Oui, parce qu'on lui reproche les 2-3 premiers albums, notamment Tintin au Congo, Tintin en Amérique, d'avoir été dans les clichés. Alors, c'est certain que... Il y a un contexte. Mais exactement. Moi, je trouve, en tant qu'enseignant, ce que je ferais avec les Tintins, c'est de regarder, on va lire les premiers Tintins jusqu'au Lotus Bleu. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans la tête d'Hergé avant le Lotus Bleu. C'est-à-dire qu'avant, il se contente de lire la presse belge, ce qui est dans les bibliothèques belges, dans les musées belges, et il se fait une idée du Congo, une idée des Amérindiens, une idée de ceci ou de cela, au départ, de ce qui est disponible. Et un jour, il rencontre Chang. Et Chang va changer complètement sa vision des choses. Le Lotus Bleu. Et d'ailleurs, Hergé se moque de lui-même à travers Tintin. Et Chang lui explique, mais tu sais, la Chine, c'est autrement que ce que tu penses de la Chine. Oui, il y a cet épisode-là. Pour moi, je pense qu'on est en train de retomber. On a beau haïr Hergé parce qu'il a écrit les premiers albums, on est en train de retomber exactement dans le même problème parce qu'on se nourrit d'idées préconçues qui sont déjà filtrées plutôt d'aller à la source. Puis c'est là que moi, j'aime mon côté scientifique parce que
on ne se contente pas de lire l'article qui nous dit on va aller voir qu'est-ce qu'il dit exactement cet article-là. Et la science, elle est beaucoup plus complexe que ce qu'on nous la présente depuis quelques mois. Même, par exemple, Découvert, ce sont des merveilleuses cartes postales qui nous expliquent toute une série de phénomènes. C'est génial. Mais ce n'est pas de la science, c'est une émission de divertissement scientifique. La vraie science, elle va aller beaucoup plus être nuancée. Tu sais, moi, j'adore prendre l'exemple. Quand j'étais enfant, il y avait 9 planètes autour du Soleil. Actuellement, il y en a 8. Il y en a perdu une. C'est-à-dire qu'il y a eu un consensus scientifique pour dire que Pluton n'était plus une planète parce qu'elle ne se comportait pas comme les 8 autres. Et ça devenait dérangeant, Pluton, parce qu'il y avait 3 autres qui fonctionnaient de la même manière. Donc, tous les modèles physiques... Moi, je ne suis pas physicien, peut-être qu'ils ont des bonnes raisons, mais la science, elle évolue tout le temps. Les modèles, ils évoluent. Et c'est important d'aller à la source de l'information pour pouvoir arriver, développer son esprit critique. Et quelque part, j'espère que une des conséquences de la crise dans laquelle on est, c'est que les enseignants à l'école primaire, à l'école secondaire, au cégep, à l'université, vont amener cette pensée critique-là. Un des problèmes des vulgarisateurs scientifiques, ce sont des belles personnes. J'en connais plusieurs. Je rencontrais sur des plateaux ou simplement dans des associations X. Mais ce sont des bacheliers. Ce sont des bons bacheliers qui aiment transmettre. Mais ils n'ont jamais été dans un laboratoire pour comprendre toutes les nuances qui sont derrière ce qu'on leur a enseigné comme théorie à l'intérieur de leur baccalauréat. Puis j'imagine que ça va être la même chose dans d'autres secteurs. Mais c'est vrai, je vous écoute, puis vous êtes stimulant parce que vous restez positif, mais il y a de quoi être un peu pessimiste quand même quand on voit à quel point de plus en plus la culture est segmentée. Puis à quel point les gens non seulement sont prisonniers en fait de leurs propres convictions, mais qui sont facilement blessés quand ils voient que d'autres personnes à côté ne pensent pas la même chose. Puis c'est très, très, très profond comme évolution. Une autre question que je me posais, moi, d'un traumatisme peut résulter des choses qui ne sont pas juste négatives. Vous encore réaliser qu'au Québec, c'est bien beau, mais qu'on valorise trop la sécurité. On est trop dans le risque zéro, on est trop dans le confort. Même si le Québec, on va dire, il y a des gens qui sont indépendantistes très fortement, puis peut-être que le Québec va être indépendant. Moi, j'aurais rien contre ça. Mais que si on est juste dans la sécurité, autrement dit, c'est perdant. Est-ce que, je pose la question, là, parce que moi, c'est une question que je me pose, est-ce qu'une collectivité peut changer ce genre de choses-là? Bien, j'ai l'impression que la crise actuelle est tellement majeure et tellement extrême, puis on a tellement été dans un extrême. Si j'essaie d'être optimiste, j'ai comme l'impression que si on prend les leçons de ce qui vient de se passer, on va peut-être pouvoir se transformer comme société de façon positive puis remettre en question ce qui s'est passé dans les 2 dernières années. Puis effectivement, j'ai l'impression que depuis Omicron, depuis la fameuse alerte Amber, moi, je vois, il n'y a pas de sondage fait là-dessus, là, c'est vraiment plus une observation subjective, personnelle auprès de mon entourage, mais je vois déjà des petites choses un peu qui changent chez des gens qui, avant, ont tout suivi, étaient certains d'être dans la bonne voie et ont vraiment eu l'impression d'être un petit peu trompés, trahis, se disent « mais à quoi ça servait de faire tout ça? » Se rendre compte que finalement, en fait, le virus, il a fait ce qu'il voulait, puis toutes nos interventions n'ont pas servi jusqu'à maintenant à grand-chose. C'est pas très, très, très viable. Et donc, j'espère qu'on va être capable, mais pour ça, il va falloir ouvrir le débat. Il va falloir qu'on accepte qu'il y a un vrai débat critique autour de ça et que ce soit pas juste rejeté du revers de la main ou écouté par quelques centaines de milliers de personnes, mais que le restant de la société québécoise ignore. Il faut absolument ouvrir le débat, puis il faut qu'on se remette en question, puis qu'on se dise qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait. Mais en ce sens-là, les médias auraient un rôle primordial à jouer parce qu'il y a comme... C'est leur responsabilité d'inviter différentes personnes qui ont différentes prises de position, d'avoir des débats. Moi, j'ai trouvé ça vraiment dommage qu'il n'y ait pas plus de débats depuis le début de la pandémie. J'écoutais des débats en France parce que les Français sont meilleurs à débattre, mais il y a un contexte qui est différent en France, donc j'aurais voulu le ramener au Québec. Puis j'ai souffert de ce manque de débat-là. Puis ce qui s'est passé, c'est que là, ça s'est trouvé, avec mes gros préjugés de personnes qui étaient de gauche avant, d'être soudainement trouvé que je suis à Radio X. Se tenait, puis là, commencer, puis j'aime maintenant, j'ai rien contre Choix, mais ce que je veux dire, c'est qu'on m'avait dit que Choix, c'était une radio poubelle. Tu sais, je me rappelle quand j'étais au cégep, il y avait du monde qui avait des chandails, là, le racisme n'est pas une liberté d'expression. Tu sais, il y avait le gros tollé avec Jeff Fillion. Puis là, soudainement, je me disais, mais c'est-tu moi, là, Jeff Fillion, en ce moment, des fois, il dit des choses que je suis d'accord avec lui. Puis ça nous ramène à nuancer parce que c'est pas Choix
OK, ça va dans la poubelle, puis je vais rien écouter de ce qui sort de là. Il y a des nuances, il y a des choses. C'est important ce que vous dites là, parce que pendant plusieurs mois, c'est quand même eux qui ont sauvé l'honneur de la démocratie. Bien, je trouve que oui, c'est les seuls parce qui ont que c'était les seuls qui avaient un affaires. contre-discours. Exact. C'est les seuls qui osaient critiquer. Bon, je n'écoutais pas leurs émissions souvent, puis je ne veux pas dire que j'étais nécessairement d'accord avec tout ce qu'ils disaient, mais heureusement qu'ils ont été là. C'était simple, Parce que s'ils n'avaient pas jouer. été là, ça veut dire que l'unanimité aurait tellement été totale que ça aurait été très, très, très troublant. Oui. Donc, cette démonisation, elle est vraiment cruciale. Et l'autre question que je me posais, moi, on parlait tout à l'heure du système, de la révolution numérique des systèmes, mais dans cette pandémie-là, il y a beaucoup de gens qui ont noté qu'il y a eu une espèce de changement, de civilisation, au fond. C'est qu'au départ, c'est le service de santé qui est au service des citoyens. Hein? On crée un système de santé pour soigner le monde. Il me semble Puis que là, ça de doit plus être en ça. plus, on constate qu'on est au service du système de santé. Oui. On nous a tellement parlé doit le sauver. des urgences, puis on se définit par rapport au système de santé. Ouais. Et ça, c'est profond. Oui. Moi, je trouve que, c'est une vision pessimiste, un peu de l'évolution que j'exprime, là, mais qu'on dirait que de plus en plus, les êtres humains sont au service des systèmes. Des systèmes qu'on a créés pour nous Oui, les servir, algorithmes, c'est ouais. l'algorithme qui décide. Jusqu'où Ouais. ça va aller? Moi, ça m'inquiète, ça m'angoisse. Ben, c'est très parce que je me dis, inquiétant. il y a une perte de contrôle. Puis le système de santé, j'ai de la sympathie pour les infirmières puis les médecins. On a entendu ça 1000 fois. Oui. Mais là, normalement, c'est le système de santé qui est à notre service. Là. C'est pas nous Oui, qui puis en fait, la question n'est pas à savoir si on trouve que les infirmières ou les médecins font pas bien leur travail. La question, c'est comment ça qu'on paye avec nos impôts puis nos taxes un système qui est supposé être à notre service. Puis le jour où j'ai besoin d'une opération, pas même accoucher, j'ai eu peur d'avoir un enfant parce que je me disais, est-ce que je vais avoir la possibilité d'accoucher? À un moment donné, là, il y avait un stress. Là, il y avait des femmes qui accouchaient carrément sur une civière dans le corridor. Puis là, tu te dis, on n'est pas dans un pays sous-développé. Comment ça que notre système nous laisse tomber comme ça? Là? Souvent, on a parlé des gens, les fameux non-vaccinés qui embouteillent le système de santé et Ouais, tout. c'est ça. Dans les soins intensifs, je crois pas qu'il y ait eu plus à n'importe quel moment que 300, peut-être maximum 350 personnes dans les lits qui étaient aux soins intensifs, vaccinés ou non vaccinés, sur une population de 8,5 millions d'habitants. C'est ça, faut vraiment en Si compter. le système de santé n'est pas capable de dealer avec quelques centaines de personnes aux soins intensifs, si ça avait été la peste bubonique ou l'Ebola qui était arrivé, je veux dire, Oui, le c'est système bien de santé pris. se serait écroulé après 2 semaines et demie. C'est pas mal écroulé, Ce d'ailleurs. que j'avais envie de rajouter, c'est qu'un des enjeux par rapport à la santé, c'est la technologie. À Saint-Jérôme, ils ont créé une immense tente, c'est-à-dire un hôpital, si on veut, au cas où ça dégénérerait. Et il y a toute une série de traitements qui se font, surtout des traitements d'un jour dans la tente et pas dans l'hôpital. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs infirmières qui sont allées travailler dans la fameuse tente et des patients qui étaient dans la fameuse tente qui ont dit « Waouh, le bonheur! On retrouve le plaisir de faire les séances infirmières parce que la technologie n'est pas envahissante. Et je crois que c'est une partie des enjeux que l'on a, c'est qu'on a mis tellement de ressources. Tantôt, on critiquait les cookies de Google, mais on a mis tellement de ressources humaines à travers des aspects technologiques qu'on en a peut-être oublié le sens premier d'un soin, c'est le rapport entre deux personnes, c'est le contact, c'est le geste qui va être fait par la personne qui va prendre soin de l'autre. Et peut-être que justement, si on sortait un peu plus d'ordinateur, je ne suis pas un spécialiste là-dedans, donc je parle à travers mon chapeau, rassurez-vous, mais l'objectif, c'est de se dire, OK, peut-être qu'on est allé trop loin dans certains aspects, peut-être que l'INES devrait réviser un certain nombre de protocoles d'intervention, parce que la manière dont on a traité, c'est qu'explique un petit peu le fait qu'on avait peur que les urgences dédiées au COVID ne soient, comment dire, de véritables gloutons, c'est que ça prend, d'après ce qu'on m'a expliqué, 3 infirmières pour pouvoir faire le traitement autour d'une personne qui est sérieusement atteinte par le COVID, parce qu'elles sont curaarisées, parce qu'elles sont sur le vent. Donc, il y a toute une série de stratégies qui ont été mises en place pour pouvoir faire en sorte que ces personnes, on puisse éventuellement les réchapper. Alors, c'est certain que peut-être qu'il y a un questionnement qui doit se faire par l'INES. Est-ce qu'il y a des alternatives? Bon, il y a des médicaments qui commencent à arriver pour pouvoir faire des traitements. Peut-être que ça va faire en sorte que ça va soulager éventuellement les interventions. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on a bien souvent dans les médias montré les hôpitaux où ça débordait. Par exemple, on sait que à Saint-Jérôme rassemble pour le moment toutes les personnes qui sont taguées COVID en mauvaise situation.
Mais c'est certain que si je vais voir ces personnes-là, ça peut être dramatique, mais il n'y en a pas nécessairement dans les autres hôpitaux, vu qu'on les recentre au même endroit. C'était la même chose en Montérégie, où on a été filmé dans des endroits où il y en a beaucoup. Alors, de nouveau, c'est dramatique. Si moi, je suis directeur d'une urgence, si je suis directeur d'une unité de soins intensifs et que je parle à la télévision, mais je vais parler du drame que je vis au quotidien. Et peut-être qu'on a mis trop aussi l'emphase là-dessus, de la même manière qu'on envoie des journalistes quand il y a un tremblement de terre ou, bon, les pauvres journalistes qui sont actuellement en Ukraine ou en Russie, qui nous partagent. C'est certain que c'est nos yeux et nos oreilles sur place. Mais peut-être qu'on a justement été à vouloir trop sensibiliser les gens. On est tombé dans le sensationnalisme et c'est là que le discours narratif est devenu probablement très oppressant pour tout le monde, y compris pour des journalistes. Puis, je voudrais rajouter aussi, j'ai travaillé pour l'IRIS à un certain moment donné, l'Institut de recherche en information socio-économique, si je me souviens bien. Eux ont beaucoup travaillé sur l'utilisation de la nouvelle gestion publique dans le système de santé, dans les hôpitaux, et les dégâts, en fait, que ça a fait. Et ils ont des très bons rapports là-dessus. J'ai participé à la rédaction de 2 ou 3 rapports. Et ils ont vraiment souligné à quel point le système a été édifié, en fait, comme une espèce de maître suprême et que cette gestion de la santé publique-là n'a pas rendu le système de santé plus efficace. Il l'a rendu plus centralisé, plus machinal. Ça ressemblait presque comme au début de la Révolution industrielle, quand on mettait des artisans dans des usines puis qu'on leur enlevait leur savoir personnel et qu'on leur disait, maintenant, vous servez une machine. Vous n'êtes plus cordonnier, vous ne faites pas un soulier, vous plantez un clou dans une grosse machine. On a fait un peu la même chose avec notre système de santé et la seule chose que c'était supposé donner, c'était de le rendre plus efficace. Mais là, il faudrait peut-être s'adresser à des spécialistes de ça. Mais moi, il me semblerait que ça l'a rendu beaucoup moins efficace, beaucoup moins humain. On a vu vraiment, on a payé le prix pendant cette pandémie-là. Et c'est révélateur aussi que, alors que le système de santé au Québec monopolise plus que la moitié, en fait, des ressources publiques, c'est qu'il n'y a pas de projet sérieux de réforme. Non. Je veux dire, c'est fascinant, ça. Je veux dire, à quel point mais là, je pense que ça va s'imposer, j'ose le croire. Mais moi, le point aussi, c'est que là, on a l'impression qu'on entre, heureusement, dans une nouvelle période. Le gouvernement veut quand même relâcher certaines de ces mesures de restriction. Mais moi, j'ai l'impression qu'au Québec, il y a un enlisement sanitaire exceptionnel, plus que dans beaucoup d'autres sociétés. On est l'idéologie sanitaire, donc on ne parle pas de la science, on parle d'une idéologie, comme il y a le capitalisme, a pénétré notre société et ça ne s'en va pas comme ça. On peut avoir, en fait, une espèce de différenciation entre des gens qui en ont ras-le-bol puis qui veulent qu'on recommence à vivre comme avant. Mais il y a ceux qui vont nous dire « Ah, le masque, tu sais, ça va rester. Ça va rester, parce qu'en Asie, ils le portent depuis plusieurs années, il va y avoir d'autres microbes. » Puis je crois aussi qu'une idéologie sanitaire, c'est une force d'inertie. On est habitué, c'est des réflexes, c'est sécurisant, quelque part. Donc moi, j'espère, comme bon Québécois, que vraiment, on va faire un effort pour s'en sortir un peu, là, parce que là, moi, je ne suis pas intéressé. Il va y avoir Québec un recul à prendre, là, puis oui, il va falloir qu'on pense. Il va y avoir une contestation. Moi, j'espère qu'il va y avoir des gens qui vont contre. C'est pour ça que je vais toujours avec ma folie des complotistes. C'est que moi, je trouve qu'il faut critiquer, il faut être capable de critiquer sans se faire écœurer en disant que vous êtes des complotistes. C'est parce qu'il faut critiquer. Oui, puis sortir de l'idée, François Legault s'est levé un matin, « Hey, je vais avoir tout le monde, je vais pouvoir condamner tout le monde, contrôler tout le monde. » Il a conduit sa propre idéologie, en fait. C'est tout ça, dans le sens que, pour rebondir dans ce que vous dites, il s'est pas dit « Ah, je vais tromper tout le monde ». Il a juste suivi son idéologie, il a juste suivi son cadre idéologique qui était déjà là avant, mais ça nous a mené vers ça. C'était pas un complot. En même temps, si on avait été à sa place, est-ce qu'on aurait agi autrement? Quand on voit ce qui s'est passé dans la semaine du 9 mars, où la compilation des informations qui venaient notamment d'Italie à ce moment-là, mais c'est certain que si j'avais été à sa place, j'aurais peut-être fait exactement la même chose. Est-ce que j'aurais amené plus de débats, plus de logique? Mais c'est certain que moi, de nouveau, je ne suis pas comptable, je respecte beaucoup M. Legault, les comptables à ce niveau-là, mais je vois les choses exactement moi, je trouve que Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé de faire le bien. Et je crois que si on veut sortir justement de cette crise et de cette haine ou de cette polarisation, il faut reconnaître que, OK, partons du principe que, sauf exception, les gens ont essayé de faire le mieux qu'ils pouvaient. Et maintenant, comment est-ce qu'on peut construire ensemble? Ça, c'est très important, ça. Je trouve qu'il faut prendre pour acquis que les gens ont été de bonne foi là-dedans. On n'avait jamais vécu un tel cataclysme. Les gens ont réagi comme ils pouvaient. Et puis le gouvernement de M. Legault a agi en conséquence. Et ça se joue à deux. Ce qu'on reproche à François Legault, il faut le reprocher aussi aux Québécois. Ça correspond aussi à notre société.
à nos valeurs, à ce qu'on était. C'est trop facile de dire c'est le go qui a mal dérapé. Ça nous met en face de nous. En fait, moi, je trouve juste que c'est le temps. Là, ça commence à faire longtemps, puis je trouve qu'il est temps qu'on prenne une pause, puis qu'on analyse ce qui se passe, puis c'est ce qu'on fait aujourd'hui. En tant que société, on se dise, justement, on parlait avec des psychologues, les dérapages, la santé mentale aussi, il faut la considérer dans la santé globale. Il y a quelque chose de plus grand, puis l'équation devrait être plus complexe avant de prendre des décisions. Il va falloir se battre juste pour ouvrir ce débat-là. Il va falloir se battre pour ouvrir le débat. C'est ça. Je ne crois pas qu'il va être ouvert. Le débat a lieu dans les coulisses, le débat a lieu dans l'intérieur de la santé publique, le débat a lieu dans les hémicycles, discrètement, sans caméra. Il y a des consultations qui se font dans plein d'endroits, il y a des groupes de travail qui existent, mais ce sont des groupes qui n'ont pas pu avoir la possibilité de s'exprimer. On a beaucoup parlé d'éthique à travers la vision de l'École de la santé publique de l'Université de Montréal, mais je suis désolé, chaque fois qu'ils parlaient, ils étaient dans la morale. C'est bien, c'est mal, on n'était pas dans l'éthique. L'éthique, c'est l'ouverture à l'autre, c'est l'ouverture à différentes stratégies, différentes opportunités. Et il faut ramener l'éthique, et dans cette éthique-là, on va avoir des contestations, on va avoir des gens qui ne seront pas d'accord avec nous, on va avoir peut-être des gens qui vont déchirer leur chemise pour pouvoir essayer de faire avancer leur point, mais ça va faire partie de la démocratie. Et moi, je préfère avoir des gens qui contestent, d'accord? Même si je ne suis pas d'accord avec leur point de vue, parce que c'est ce qui fait en sorte qu'on est dans un environnement qui est bien différent de ce que la Chine vit pour le moment. C'est ça. Et comme vous l'avez dit, là, il y a une lassitude. Là. Ça fait quand même longtemps. Et il y a la pulsion de vie. Ben oui. Les sociétés ont un côté animal aussi. Et il y a la pulsion de mort et la pulsion de vie. Au Québec, l'espèce d'obsession de sécurité, c'est une pulsion de mort, je trouve. C'est drôle parce que c'était pour éviter la mort, oui, mais on s'est bien cessé de vivre. Non, j'aimerais ça qu'on revienne sur les événements à Ottawa qui ont escaladé. Ça a été quelque chose d'assez particulier. Je l'ai découvert comme journaliste indépendante. Je suis allée 7 journées totales à Ottawa. J'ai trouvé que les médias ont dépeint quelque chose de complètement différent que l'expérience que moi j'ai vécue là-bas, qui était vraiment extrêmement positive, très pacifique, c'était très humain, en fait. Je crois qu'il y a beaucoup de chaleur humaine. J'aimerais ça entendre un peu votre opinion par rapport à ça, le convoi. Les camionneurs ou les premiers camionneurs qui ont démarré le processus ont réussi en fait à fédérer volontairement ou involontairement. C'est un effet qui s'est passé où les gens qui ont dit hey, regarde, on veut retrouver une société saine, une société relationnelle. Parmi mes patients, j'en ai beaucoup qui sont allés. Moi, je ne suis pas allé. Spécifie vos patients. Je suis psychothérapeute, oui. Donc, à partir de là, je dirais que j'ai des personnes qui sont vaccinées, j'ai des personnes qui ne le sont pas. Dans les deux groupes, il y a des gens qui sont allés à Ottawa. Et tous sont revenus. Et quand ils m'en parlaient... Non, exactement. Là. Ce sont des gens qui sont en souffrance depuis des mois et des mois et des mois, qui ont vu les camionneurs, qui se sont laissés toucher par les messages d'enfants qu'on a vus, il y a des messages qui ont été faits, des dessins, tout ça. Il y a quelque chose qui s'est fait, qui est une levée, en fait, qui aurait été difficile de faire autrement. Et les gens sont allés là-bas. Et ce qui me rapportait, et il y en a plusieurs qui en pleuraient, hey, je suis allé chercher de l'amour. Je suis allé chercher de la relation. C'est de l'entraide. Il y en a un qui apporte des carottes, il y en a un qui apporte un peu de viande, il y en a un qui apporte du pain, il y en a un qui apporte ceci. Il y a toute une série, il y a une solidarité qui s'est faite autour de ça. Waouh! Alors, même si les groupes qui ont financé ou une partie ou une trop grosse partie de ce mouvement-là sont des groupes qu'on doit questionner par rapport à leur posture politique, ça reste que ce que les gens en ont fait, c'était quelque chose de beau. Peu importe c'est quoi l'appréciation qu'on a du convoi, si on passe 2 ans dans une société à écraser la liberté des gens comme ça, il va y avoir une réaction. Qu'on la souhaite, qu'on la veuille pas, à un certain point, la loi de cause à effet, c'est universel dans l'univers, puis ça existe en politique aussi. Si vous faites ça, éventuellement, il va y avoir une réaction. Les gens, il va y avoir un soulèvement, les gens vont réagir. Ensuite, moi, j'y ai été 3 fois à Ottawa, puis j'ai été aussi à Québec samedi passé, je crois. Et je dois avouer que... Pour mettre en contexte, samedi passé, ça veut dire que c'était le 2e week-end qu'il y avait le 2e week-end. Exactement. Et moi, je peux juste dire la même chose, c'est-à-dire que j'ai vécu une espèce de bain d'amour qui était comme... Je m'attendais pas aussi fort que ça. À cause des médias, je m'étais dit, il va y avoir peut-être des drapeaux nazis. Il y avait rien. C'était de l'amour universel, en fait. Tout le monde se câline. Je pense que les signes qui étaient extrémistes, on allait tout de suite les voir, puis on les enlevait. Il y en a eu la première journée, et après ça, les gens qui avaient très peu, comme le drapeau confédéré,
Frédéric, on a vu en photo. La deuxième journée, c'était parti parce qu'ils s'étaient fait demander plus ou moins gentiment de s'en aller parce qu'ils étaient au courant, évidemment, là, de ce qui se passe. Et au final, aussi, il faut reconnaître que s'il y a un recul des mesures sanitaires, les gouvernements provinciaux ont beau avoir dit que c'était pas à cause des truckers, que c'était par leur propre chef. La réalité, c'est que ce soulèvement-là a poussé les gouvernements. C'était la première résistance, non seulement au Canada, mais c'était le premier mouvement organisé vraiment fort en Amérique du Nord, en fait. Et donc, moi, je suis quand même très, tu sais, malgré petit dérapage, mais j'ai vraiment pas vu grand-chose en réalité. Mais sur une grande foule, c'est impossible. On n'est pas quelques marioles qui ont besoin d'attirer l'attention d'une manière ou d'une autre. Moi, j'en ai Toutes pas les vu manifestations sont à risque. J'en ai pas vu. Je suis beaucoup plus ambivalent que vous là-dessus. Je dois dire très nettement, parce que là, vous ne parlez pas quand même des gens à Ottawa, des citoyens paisibles à Ottawa qui ont vu leur vie devenir un enfer pendant une longue période de temps. J'ai pas senti ça non plus à Ottawa. Non, mais les gens, moi, j'étais pas là. Donc là, vous me parlez d'amour. D'amour, je trouve ça un peu exagéré, mais en tout cas, moi, c'est ma réaction. Non, mais moi, je pense quand même aux gens d'Ottawa. On a quand même vu des gens d'Ottawa là, c'est sûr qu'il y a un ras-le-bol à un moment donné. Non. Moi, j'ai trouvé que, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que tout le facteur américain, bon, qu'on le veuille ou non, a été très joué dans les médias. Ça a duré longtemps. Après que l'impact ait eu lieu, ça a continué. Moi, je trouvais que là, l'impact, ça a eu un impact. L'impact étant? C'est-à-dire l'impact sur les gouvernements. La façon dont j'ai vu ça, c'est qu'au début, je pense qu'il y a une réaction substantiellement positive. Les gouvernements ont senti qu'il se passait quelque chose de réel. Il fallait réagir à ça. À partir de ce moment-là, pour moi, en fait, l'utilité de la manifestation... Le fédéral n'a pas plié. C'était le fédéral qu'on visait. C'est ça. Mais par contre, c'est clair qu'il y a un système politico-médiatique canadien et québécois qui se veut résolument progressiste. Et ce que je trouve dommage, c'est que ce qu'on a accrédité, au final, c'est qu'à un moment donné, c'était une bande de Zoulous, une bande de gens qui faisaient du trouble, qui respectaient pas la tranquillité. Non, mais je donne mon opinion. Qui respectaient pas, en fait, la tranquillité des gens d'Ottawa. Et je trouve que c'est trop ça qui reste comme image. Surtout que le gouvernement, quand même, cru bon d'appliquer, d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je trouve qu'il faut quand même pas nier qu'à un moment donné, je trouve que là, c'était assez, là. Il aurait fallu que ça arrête. C'était pas juste de l'amour pour les citoyens d'Ottawa qui ont vécu l'enfer. Quand on a pendant 3 ou 4 semaines un certain nombre de personnes qui sont dans la rue dans un espace qui est extrêmement symbolique, qui est le Parlement du Canada, est-ce qu'il est normal que le premier ministre du Canada s'enfuit pendant 4-5 jours? Est-ce qu'il est normal qu'il n'y a jamais de dialogue? Il n'y a même pas un médiateur qui a été envoyé pour essayer de regarder, OK, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est clair qu'il y a une déliquescence du pouvoir fédéral. Justin Trudeau a perdu beaucoup de choses. Moi, ce que je rappelle, c'est quand même des citoyens paisibles d'Ottawa qui ont subi trop longtemps un certain enfer dans leur milieu de vie. Oubliez pas. C'est juste ça, parce qu'il y a quelque chose, je trouve, qui n'a pas été nuancé dans les médias, c'est que les klaxons étaient très dérangeants, même pour les camionneurs. Et donc, après une semaine, ils ont fait une trêve, ils ont arrêté de klaxonner pendant 10 jours pour respecter les citoyens, parce que le but n'était pas de déranger les citoyens, mais d'être entendu par Justin Trudeau, qui n'a pas voulu, comme vous disiez, il n'y a même pas eu de médiateur, il n'y a pas eu de discussion. Donc, moi, j'ai trouvé qu'on a beaucoup mis l'emphase sur les citoyens qui n'ont pas eu la chance d'être entendus, puis que c'était un enfer. Et je l'entends, ça aussi, parce que c'est vrai que ça ne devait pas être facile à vivre, mais il faut dire que pendant 2 ans, les gens qui étaient là, c'est des gens qui ont perdu leur emploi, qui sont plus capables de mettre du beurre à la table. Vous me fascinez, mais justement, vous m'apprenez quelque chose, parce que moi, je ne suis pas allé, vous êtes allé. Là, vous me parlez... Vous parlez d'amour. Non, mais honnêtement, j'ai pas d'opinion rigoureuse là-dessus. J'y étais pas. Ouais. Mais je suis quand même estomaqué de voir à quel point vous voyez ça comme une manifestation d'amour. Alors que moi, j'ai pas vu ça comme ça. Vous l'avez vu à travers les médias? C'est ça la différence. C'est peut-être là qu'il faut faire attention. Tu sais, quelque part, moi, je me souviendrai toujours, en 1990, on nous a fait croire que Saddam Hussein avait la bombe atomique. On a augmenté on a dramatisé ce que Saddam Hussein représentait comme danger pour l'Europe, pour justifier que l'OTAN parte avec les Américains, reconquérir le Koweït et c'est pas une comparaison tout à fait. D'accord. Non, mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'on nous convainquait qu'il fallait partir en guerre. Et sous peine qu'il y avait des bombes sales, des bombes atomiques et ceci. On ne les a jamais trouvées. Ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'il faut faire attention. Je crois qu'il y a une partie des médias qui ne se rendent pas compte que
parfois ils embarquent trop dans certains narratifs et qu'ils oublient de peut-être faire un mea culpa après. Hey, on s'est planté dans cette manière-là. Et ça, c'est cette nuance-là qu'on devrait Par contre, moi, retrouver. je suis un gars pragmatique, là, et puis je vois la politique comme étant beaucoup la gestion des rapports de force, l'encadrement de la loi de l'agent. Moi, les troqueurs, comme tu disais, les camionneurs, dans un premier temps, j'étais très, très content. À un moment donné, ça a eu un impact. Moi, j'aurais vu qu'on passe à un autre chapitre. Je comprends. Ah bon, c'est tout simple que en ça. fait, Et je trouve c'est qu'ils sont discrédités parce que ça a traîné, ça a traîné, ça a donné aux médias, comme vous critiquez, la possibilité de les démoniser. Et là, le problème, c'est que le souvenir que vous avez vu de l'amour, mais la plupart des gens trouvent qu'à un moment donné, là, c'était exagéré. Personne qui a été là trouverait ça. Non, je sais. allé, c'est ça, mais... Moi, je tiens quand même à minorité mentionner, de gens qui sont j'ai allés fait là. des je sais pas combien de centaines de manifestations dans ma vie, juste 2012, il y en avait déjà pas mal. Puis c'était pas la première fois que je voyais, peu importe comment une manifestation peut bien se dérouler, elle va être démonisée s'il y a un biais idéologique dans les médias, elle va être démonisée dans les médias. Peu importe on dirait comment que ça les s'est bien gouvernements déroulé. attendent que ça Effectivement. s'empoisonne. Et moi, j'ai vu ce que j'ai vu sur le terrain. C'était pas la première fois que je voyais ça. Par rapport à ce que j'ai vu dans les médias, c'était littéralement une inversion complète. Et j'ai même trouvé des chefs de police d'Ottawa qui disent, écoutez, on n'a jamais vu une manifestation aussi pacifiste. On n'a jamais vu une manifestation aussi organisée. C'est pas du tout ce qui a été C'est un diffusé. mensonge. Oui, mais en C'est même des temps, mensonges dans les médias. non, je comprends pas. C'est pas du tout ça qui m'a rejoint, moi, comme citoyen. Je suis pas allé. Mais c'est dommage, si vous avez raison, puis je conteste pas votre bonne foi là-dessus, c'est très, très dommage, parce qu'il y a d'autres manifestations, je pense au Printemps érable, il y a quelques années, où il y a eu des dérapages, mais le souvenir qu'on en a gardé, c'est quand même un souvenir positif. C'est vrai, parce que j'aurais pensé que c'était négatif, parce que c'était tellement dépeint de façon non, négative. Non, le personnage de Gabriel Nadeau-Dubois a quand même été forgé par ça. Et ce que je trouve regrettable, si vous avez raison, puis c'est parce que je n'étais pas là, c'est pour ça que c'est que je trouve ça dommage, parce que le souvenir qu'on garde des camionneurs, le citoyen ordinaire comme moi, là, c'est pas mal plus mitigé. C'est pourquoi je tenais à faire le point en terminant, parce que, bon, maintenant, c'est terminé, les camionneurs sont partis, on ne sait pas trop où ça s'en va, ça bouge beaucoup ces temps-ci, mais je tenais quand même à faire le point là-dessus, parce que les gens savent que je suis allée à Ottawa faire du journalisme citoyen, puis que j'ai été sensible à la cause des camionneurs. La plupart des gens étaient là pour leurs enfants, pour la future génération, pour la liberté. Donc, je voulais quand même faire un point là-dessus. Je trouve ça super intéressant d'avoir une diversité de points de vue. J'adore ça. Je veux vraiment juste terminer. J'aimerais ça faire un tour de table. Si on veut terminer sur quelque chose de positif, là, on vient de faire quand même une analyse assez globale de la pandémie. À partir de maintenant, les choses changent, les mesures se lèvent, les camionneurs sont partis. C'est quoi le mot de la fin pour vous, Joël? Je vous laisse tout un tour de... Je pense que, un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a 6 mois avant une éventuelle 6e vague. Et si ce n'est pas une 6e vague d'Omicron ou n'importe quel autre virus de type coronavirus, ça pourrait être la grippe. C'est certain qu'une nouvelle vague de grippe qui pourrait être plus dure, comme on l'a eu en 2009-2010 avec le H1N1, pourrait ramener d'une manière ou d'une autre des mécanismes dans lesquels on vient de jouer depuis 2 ans. Donc, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle situation qui pourrait ramener ces éléments-là. J'espère que dans les 6 prochains mois, dans les 8 prochains mois, on va continuer à être mature pour discuter de cela. Parce qu'on peut éventuellement, tantôt on parlait des camionneurs, moi ce que j'ai trouvé de beau, c'est le côté pacifique des choses. C'est que dans toutes les situations, même quand la police a commencé à resserrer pour faire appliquer la loi, d'accord, à resserrer les choses et à enlever les camions, c'est resté ça pacifique. Et ça, je crois que ça parle d'une société qui heureusement est de plus en plus mature. Donc oui, il y a des enjeux où il faut faire attention parce qu'on est tombé malheureusement peut-être dans certains travers qui sont à corriger, mais il y a aussi une maturité qui est là. Et ça, il va falloir l'utiliser et d'amener les débats, de réfléchir et de voir qu'est-ce qui nous rassemble. Et ce qui nous rassemble peut peut-être devenir un vecteur d'une plus grande force pour une prochaine situation problématique qu'on pourrait vivre entre nous. Ça revient à ce que vous disiez tantôt, il faut apprendre de nos erreurs. Philippe? Moi, ce que je dirais, c'est qu'on a vécu, au-delà de la pandémie elle-même, je pense que la réaction de la société est un épisode sombre de notre histoire. Je crois que les gouvernements, la pandémie est officiellement finie parce que les gouvernements l'ont déclaré fini. Ils l'ont déclaré fini pourquoi? Parce que, entre autres, il y a eu des camionneurs à Ottawa. Pas simplement ça, mais en gros, il y a eu une pression populaire. Mais je pense que la cause fondamentale qui a fait en sorte qu'on a vécu 2 ans d'une période très sombre est encore là. Et il va falloir maintenant se battre pour
ouvrir le débat le plus rapidement possible avant justement qu'une autre crise reparte le même genre de réaction. Il va falloir se battre pour ouvrir le débat le plus possible, pour regarder qu'est-ce qui s'est passé, puis pour prendre les leçons. Parce que je crois qu'il y a eu un recul un peu stratégique, parce qu'il y avait un ras-le-bol de la population, parce que les gouvernements ont compris, mais je pense que les causes idéologiques, sociales qui nous ont fait passer par ces 2 années-là de surréaction, une surréaction en fait, sont encore là et il va falloir se dépêcher à les remettre en question avant qu'on ressombre encore dans une réaction qui est encore antidémocratique, qui est contre la liberté d'expression, où on accepte toujours plus de sécurité, moins de liberté, comme si la liberté, d'ailleurs, est devenue un mauvais mot, puis quelque chose d'individualiste, alors que la liberté, c'est un bien public. Oui, c'est ça. C'est un bien public, c'est pas un bien individuel, c'est fondamentalement un bien public. Et donc, je pense qu'il va falloir revenir avec ça, il va falloir, en fait, se dépêcher avant que les vieux réflexes qui nous ont amenés où est-ce qu'on a été se recommencent de nouveau. Donc, souhaitons-nous que l'été porte conseil. Et je crois que ça va changer vite. Ouais. Mon intuition, peut-être que j'ai tort, mais mon intuition me dit que ça va changer peut-être assez vite. Bien, l'avenir nous le dira. Oui, la liberté, c'est une valeur de civilisation, là. Et c'est vrai que c'est une grande tragédie quand parti au Québec, elle soit à ce point-là rabaissée. On parle de liberté parce qu'elle est menacée par la révolution numérique, elle est menacée par la Chine, tout ce qui est par tout ce qui représente aussi l'invasion de l'Ukraine, par la crise sanitaire. Donc, c'est pas futile, le débat sur la liberté, c'est un débat fondamental. Bon, soyons positifs, à toute chose malheur est bon. Le fait que le Québec, depuis 2 ans, a eu tendance à faire passer systématiquement la sécurité avant la liberté, on est allé au bout du processus à Noël. Les Québécois ont payé le prix. Il y a eu un traumatisme collectif, quelque chose de lourd. Des gens que je connaissais qui sont très forts d'habitude, qui disaient « c'est lourd, Christian, là, on est résigné, mais là, c'est le gros bad trip ». Donc, à ce moment-là, c'est bon, on est allé au bout. Donc, il y a plus de chances qu'il y ait une réaction à ce moment-là parce que ça nous a fait mal, ça nous a traumatisés. Je le dis, pour le mouvement des camionneurs, moi, je ne partage pas votre vision que je trouve un petit peu jovialiste, pour être franc. Je trouve ça dommage que ce mouvement-là, qui a eu un impact, c'est incontestable. Et ça, c'est encourageant. Parce que quelque chose qui est venu de la base et Legault a réagi à ça. Donc, c'est sain, ça. Hein, ça veut dire que la population a été entendue. Le système est fonctionnel. Ce que je trouve dommage, entre autres pour vous, parce que vous avez une vision beaucoup plus positive, c'est que le message, à cause du système politico-médiatique probablement très, très systématiquement progressiste et un peu biaisé, c'est que l'image des camionneurs reste quand même entachée de façon assez importante. Ça, je trouve ça dommage parce que, quelque part, on a tendance à oublier leur succès puis à focaliser plus sur la finale qui a été quand même plus vaseuse, si vous voulez. Oui, bien en tout cas, on va essayer avec des émissions comme Juste pour savoir de ramener des nuances parce que c'est ce qui a manqué, je pense, par rapport à la couverture médiatique. Et ce débat-là, je tiens à dire, j'adore, moi, ce genre de débat-là parce qu'on débat enfin. Oui, c'est ça. On a le droit de pas être d'accord. En fait, c'est correct qu'on n'ait pas tous la même opinion. On évolue là-dessus. Je vous dis, tout ce genre comment dire, d'échanges-là, on évolue chacun. Exact. On raffine les choses, comme on sent que Christian a trouvé que c'était pas si pire, peut-être, les camionneurs. Il y avait de l'amour. On sent qu'on l'a presque convaincu. Non, mais ma première réaction, moi, j'étais très sympathique. Je dis, enfin, il y a une réaction. Puis ça, j'ai été déçu dans un deuxième temps. C'est ça. Mais en fait, moi, ce que je pense, pour terminer, je veux vraiment comme insister sur le fait que c'est correct que vous n'ayez pas la même opinion que votre frère, votre père, votre ami. Ce qu'on veut ici, à Juste pour savoir, c'est ramener l'importance de prendre soin de votre santé, de la santé des autres. Mais s'il y a quelque chose qui vous semble bizarre, incohérent, vous avez le droit de le remettre en question puis vous faire votre propre opinion. Je veux vraiment vous remercier d'avoir été là aujourd'hui. C'était extraordinaire de vous écouter, discuter, entrechoquer vos idées. Même si vous n'êtes pas toujours d'accord, j'ai adoré, j'ai beaucoup appris avec vous. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Si tu veux, tu peux, je te dis que la vie c'est beau, je vais te faire voir la vue en rose comme un flamingo. On dit que le monde est malade, la terre entière en parle. C'est vrai, c'est-tu faux ou c'est l'effet placebo? Oh, oh, oh.